L'infirmière du village de Virgin avait risqué sa vie pour sauver un homme blessé, sans savoir qu'il était un prince milliardaire. Les flammes léchaient le capot tordu de la luxueuse voiture noire, tandis que l'homme à l'intérieur crachait du sang sur le volant. La fumée s'enroulait dans les éclats de verre brisés et sa voix grave et brisée râlait dans la nuit. « À l'aide! Quelqu'un! À l'aide !» Depuis le bord de la route en terre, Nia Johnson lâcha son sac et se mit à courir. Elle ne réfléchit pas, elle ne le pouvait pas. La seule chose qu'elle entendait était le grincement du métal, le sifflement du feu et le battement de son propre cœur. Ses mains n'eût griffé la portière coincée jusqu'à ce que sa peau se fende, mais elle ne bougeait pas. Désespérée, elle attrapa une branche tombée, brisa la vitre et passa son bras à l'intérieur. Le corps de l'homme était lourd, son sang imbibant son uniforme tandis qu'elle le tirait dehors. Derrière eux, la voiture explosa, la chaleur projetant des étincelles dans ses cheveux. Il gémit une fois, ses paupières papillonnant, ses yeux sombres, autoritaires, étrangers, se verrouillant sur les siens un instant qui la brûla jusqu'aux os. « Pas d'hôpital », croassa-t-il en lui serrant le poignet avec une force surprenante. « Cachez-moi. Promettez-le. » Nia cligna des yeux. « Vous êtes fou ? Vous allez mourir si je ne fais rien. » Mais sa tête retomba, inconsciente. La fumée lui brûlait les poumons. Au loin, des sirènes hurlaient faiblement. Si elle le laissait là, des inconnus pourraient achever ce que l'accident avait commencé. Quelque chose en elle murmurait que cet homme n'était pas n'importe quel inconnu. Elle n'avait pas le temps de se poser des questions. Nia courut jusqu'à l'abri à outils près de la clinique, saisit 2 longues planches de bois et les lia avec une corde, tissant entre elles un drap déchiré de sa grand-mère. Le brancard de fortune gémit sous son poids, mais elle tira jusqu'à ce que ses bras hurlent. « Seigneur, donne-moi la force », murmura-t-elle en plantant ses talons dans la terre. Pouce par pouce, elle traîna l'homme sur la route cahoteuse, la sueur brouillant sa vue. La poussière lui étranglait la gorge, mais elle refusa de s'arrêter. Chaque fois que le brancard heurtait une pierre, sa poitrine à lui tremblait d'un souffle déchiré, lui rappelant que sa vie ne tenait qu'à un fil. À mi-chemin de la clinique du village, sa main tressaillit, ses doigts se crispant sur le drap comme s'il combattait des ennemis invisibles. Des mots glissèrent de ses lèvres dans une langue que Nia ne reconnaissait pas. Royaux, autoritaires, apeurés à la fois. Elle frissonna. « Qui êtes-vous » chuchota-t-elle en tirant plus fort. Pas de réponse, seulement le chant des grillons, le raclement du bois sur le gravier et le grondement lointain d'un autre véhicule dans la nuit. Enfin, la faible lueur de la lanterne de la clinique apparut. Un soulagement la traversa, mais il fut de courte durée. Un SUV noir et lisse ralentit sur la route, ses vitres teintées s'abaissant juste assez pour qu'elle sente le poids de regards invisibles. Nia se figea, le cœur battant. L'homme sur le brancard gémit de nouveau, lui serrant le poignet avec une force douloureuse. Ses lèvres effleurèrent son oreille dans un souffle à peine audible. « Ne leur fais pas confiance. » Puis il retomba inerte. La respiration de Nia se bloqua. Qui qu'il soit, elle venait de le tirer du feu pour l'amener dans une tempête bien plus grande qu'elle ne pouvait l'imaginer. Et alors que des phares s'engageaient sur la route de terre, droit vers elle, elle comprit qu'il était peut-être déjà trop tard. Les bras de Nia brûlaient encore d'avoir traîné cet homme mystérieux jusqu'à la petite maison en planches de sa grand-mère. Mais elle refusa de s'effondrer. Avec l'aide de grand-mère Mabel, elle le hissa sur le lit étroit de sa chambre. Son sang s'infiltrait dans le couvre-lit et ses respirations étaient hachées, faibles. La lueur tamisée de la lampe à huile révéla les détails qu'elle n'avait pas vus dans le chaos. Un visage à la fois beau et intimidant. Des pommettes sculptées, des lèvres serrées dans une ligne sombre, même dans l'inconscience. Sa chemise déchirée à l'épaule révélait les lignes dures d'un torse habitué non au labeur, mais au privilège. Grand-mère Mabel secoua la tête en lui tendant un chiffon humide. « Enfant, tu as ramené une tempête dans cette maison. Les hommes étranges apportent des ennuis étranges. Il serait mort là-bas, » murmura Nia en lui essuyant le visage noirci de suie. « Je ne pouvais pas le laisser. » Les yeux de sa grand-mère s'adoucirent, mais sa voix resta ferme. « Alors prie pour savoir ce que tu fais. » Pendant l'heure suivante, Nia nettoya ses blessures, recousit une entaille à son bras avec des mains tremblantes et fit tomber sa fièvre. L'étranger gémit, ses paupières battant, mais il ne se réveilla jamais complètement jusqu'à ce qu'enfin une voix grave et râpeuse s'élève du lit. « Où suis-je » Nia sursauta,
manquant de laisser tomber son aiguille. Ses yeux étaient ouverts maintenant, vifs et scrutateurs malgré sa faiblesse. Le poids de son regard la cloua sur place. « Vous êtes en sécurité, dit-elle vite. Chez moi. Je suis infirmière. Vous avez eu un accident. » Il se redressa sur un coude, ignorant la douleur qui tordait ses traits. « Emmenez-moi à un hôtel. Je vous paierai. » Ses sourcils se haussèrent. « Vous ne pouvez même pas tenir debout et vous croyez que je vais vous ramener dehors ? Vous n'irez nulle part tant que je ne serai pas sûr que vous ne mourrez pas chez moi. » Quelque chose passa dans ses yeux. De l'agacement, mais aussi de la surprise. Il n'avait pas l'habitude qu'on lui résiste. « Vous ne savez pas qui je suis, » dit-il lentement, presque comme une menace. « Devrais-je » répliqua Nia en nouant son fil. « Tout ce que je sais, c'est que vous saignez dans mon lit et que vous suivrez mes règles si vous voulez vivre. » Pour la première fois, le coin de sa bouche tressaillit comme s'il allait rire. Au lieu de cela, il se laissa retomber, son regard errant sur la petite chambre, le papier peint écaillé, l'étagère garnie de manuels de médecine, le tableau de ses rêves d'une clinique épinglé au-dessus du bureau. Ses yeux s'y attardèrent. « Vous voulez plus que cette vie » dit-il d'une voix basse. « Une clinique à vous, un grand rêve pour une simple infirmière de village. » La chaleur monta aux joues de Nia. « Comment vous ? Vous l'écrivez dans votre journal » l'interrompit-il avec douceur. « Et vous l'avez laissé ouvert. » Le cœur de Nia rata un battement. Il avait lu ces mots privés. Elle arracha le carnet de la table, le fusillant du regard. « Vous n'aviez pas le droit ?» La porte d'entrée claqua avant qu'elle ne puisse finir. « Nia, tu es là. » La voix enjouée était celle de Kayla Brox, son amie d'enfance et collègue infirmière, qui entra sans frapper. Ses yeux tombèrent aussitôt sur l'étranger adossé aux oreillers de Nia. « Eh bien, qu'avons-nous là ?» Nia se raidit. « Kayla, ce n'est pas. » Mais Kayla s'appuyait déjà contre l'encadrement, les yeux pétillants de malice. « Il est assez beau pour être allongé dans ton lit, ma fille. Ne me dis pas que la sainte Nia Johnson a enfin ramené un homme à la maison. » Nia rougit jusqu'aux oreilles. « Ce n'est pas ce que tu crois. Il a eu un accident. » Kayla l'ignora, s'adressant directement à l'homme. « Et vous, qui êtes-vous, belle inconnue ?» Les lèvres de l'étranger se courbèrent, son arrogance retrouvant sa place comme un manteau. « Juste un homme d'affaires de passage. Rien de plus. » Le rire de Kayla fut doux et taquin. « Homme d'affaires, hein ? Avec une voiture pareille, vous devez très bien vous en sortir. » Elle fit un pas de plus, époussetant un grain de poussière invisible sur sa manche. Nia sentit quelque chose d'amer se tordre dans son ventre. Elle détestait que cela la dérange autant. Détestait la manière dont le flirt léger de Kayla semblait lui plaire. « Ça suffit, » dit-elle fermement. « Il a besoin de repos. Tu devrais y aller, Kayla. » Son amie haussa un sourcil, amusé. « D'accord, mais ne garde pas tout le plaisir pour toi. » Avec un clin d'œil, elle finit par sortir. La pièce retomba dans le silence. Nia évita son regard en ramassant les linges ensanglantés, mais sa voix la suivit, riche et troublante. « Tu me défends comme si je t'appartenais, » murmura-t-il. « Est-ce le cas ?» Nia se retourna d'un coup, les mots coincés dans sa gorge. Mais avant qu'elle puisse répondre, son regard à lui s'adoucit, juste un instant, avant qu'il ne ferme les yeux de nouveau, la repoussant hors de son monde. Elle appuya sa paume sur son cœur affolé, réalisant avec un frisson que sa vie avait déjà changé au moment où elle l'avait sorti de ce feu. Et quels que soient les secrets qu'il portait, ils étaient sur le point de l'entraîner plus loin qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Au matin, le secret s'était déjà faufilé dans les fissures. Nia n'avait même pas fini de frotter le sang de Malik sur les draps que des chuchotements se répandaient déjà dans le village comme de la fumée. « Tu as vu Nia traîner ce type sur un brancard dans les pins. On dit qu'il n'est pas d'ici. Tu as vu la montre à son poignet? Sa grand-mère a ramolli, laissé un étranger sous son toit, ce n'est pas correct. » La tête baissée sur le chemin de la clinique, Nia sentait pourtant les regards qui la suivaient. Les mères faisaient taire leurs enfants quand elles passaient, et les épouses des diacres échangeaient des regards entendus. Lorsqu'elle rentra chez elle, le chef Otto Jackson l'attendait déjà sur le perron, les bras croisés sur sa large poitrine. « Jeune fille, » gronda-t-il, « les gens parlent. Ils disent que tu as ramené un homme étrange dans ta maison sans avoir eu le bon sens de dire qui il est.
Nia se raidit. C'est mon patient, chef. Il se vidait de son sang. Que aurais-je dû faire? Le laisser dans la route? Les yeux d'Otus s'adoucirent une fraction de seconde, mais sa voix resta dure. Tu es une bonne fille, Nia. Tout le monde le sait. Mais une bonne fille peut perdre sa réputation plus vite qu'un orage d'été n'emporte une piste de terre. Tu dois faire attention. Derrière la porte, Nia entendait l'étranger bouger sur son lit. Elle resserra sa prise sur son sac. Précaution ou pas, je ne laisserai pas un homme mourir juste pour faire taire les langues. Otus soupira, secouant la tête. Ne le laisse pas t'apporter des ennuis, enfant. Il souleva son chapeau et s'éloigna, la laissant avec un vide au creux de la poitrine. À l'intérieur, Malik était à moitié assis, les bandages sur son bras contrastant avec sa peau brune. Son expression était impénétrable, mais elle savait qu'il avait tout entendu. Tu risques beaucoup pour quelqu'un que tu ne connais pas, dit-il doucement. Nia se tourna vers lui, la frustration éclatant. Et toi, tu risques toute ma vie en apparaissant au milieu de la nuit, blessé, exigeant des secrets. Qui es-tu vraiment? Mais Malik s'adossa seulement à l'oreiller, ses yeux indéchiffrables. Quelqu'un qui n'a pas sa place ici. C'est tout ce que tu as besoin de savoir. Loin de là, dans la cité royale, son absence semait déjà le chaos. Dans les couloirs de marbre du palais d'Obé, la reine mère Imani faisait les 100 pas, ses robes dorées traînant derrière elle. 3 jours. Voilà 3 jours que mon fils a disparu et vous ne m'apportez rien, lança-t-elle aux gardes, sa voix acérée comme du verre résonnant sous les plafonds sculptés. Dans l'ombre, le prince Jabari Williams, le frère cadet de Malik, s'avança, les lèvres étirées en un masque de souci. Mère, je le retrouverai. J'ai déjà envoyé des hommes fouiller les routes. L'imprudence de Malik nous couvre de honte. Peut-être ne veut-il pas être retrouvé. Les yeux d'Imani se plissèrent, mais elle laissa ses mots flotter. Jabari s'inclina, dissimulant l'éclat de triomphe dans son regard. Le soir même, de l'autre côté de la ville, Selena Dubois sirotait du champagne sur un toit-terrasse. Son téléphone vibra, un message d'un contact de son blog de ragot. On dit que le prince n'a pas été vu depuis des jours. Selena sourit lentement, ses lèvres peintes se courbant comme une lame. Oh, Malik, ronronna-t-elle, tapotant son verre d'un ongle manucuré. Si tu refuses de rester sous les projecteurs, je t'y ramènerai moi-même. D'un simple poste, elle lâcha la rumeur dans la presse. Prince Malik porté disparu après un accident mystérieux. De retour au village, Nia veilla Malik toute la nuit, épongeant sa fièvre tandis que les grillons chantaient dehors. Il se tournait sans cesse, murmurant parfois dans cette langue étrange, serrant parfois sa main comme s'il se noyait dans des souvenirs invisibles. Quand elle tenta de lui demander d'où il venait, il ne souffla qu'une phrase. S'il me trouve ici, tu seras en danger, toi aussi. Le cœur de Nia s'arrêta net. Qui sont-ils? Mais il détourna le visage, les yeux clos, la laissant face à l'inconnu dans son lit, partagé entre la peur et une attirance impossible à nommer. Dans la cité, les journaux hurlaient. Le prince Malik porté disparu. Dans le village, Nia l'observait transpirer dans un nouveau cauchemar de fièvre, réalisant avec effroi que si les rumeurs étaient vraies, l'homme dans son lit était bien plus dangereux et bien plus important qu'elle ne l'avait jamais cru. À l'aube, Malik tentait déjà de se lever du lit de Nia. Ses gestes étaient lents mais délibérés, comme un soldat refusant de céder. « Je ne peux pas rester ici », marmonna-t-il en balançant ses jambes au sol. Nia accourut, posant une main sur sa poitrine. « Tu es fou? Tu ne peux même pas respirer sans grimacer. » Sa mâchoire se crispa. « Cet endroit est trop exposé. Je dois partir avant que... » Il chancela soudain, les genoux se dérobant. Nia le rattrapa sous les bras de justesse, son petit corps ployant sous son poids. Ils retombèrent ensemble sur le lit, haletants. « Imbécile têtu », siffla-t-elle en lui passant un linge humide sur le front brûlant. « Tu vas te tuer toi-même avant que quiconque ne le fasse. » Un instant, ses yeux farouches croisèrent les siens, et elle y vit une lueur vulnérable. Puis il détourna le regard, se laissant soigner en silence. Cet après-midi-là, Nia le conduisit prudemment à la clinique du village. Malik s'appuyait sur son bras, les épaules raides de fierté, mais son regard changea dès qu'il franchit le seuil. Le sol en lino fissuré, les lits rouillés, les étagères vides de médicaments parlaient d'eux-mêmes. « Voilà ce qu'on a »,
dit Nia en tirant des bandages d'un tiroir presque vide. Les gens viennent ici malades, blessés, priant que je puisse les aider, et tout ce que j'ai, ce sont des restes. Le visage de Malik se durcit, mais pas contre elle. Il toucha le bord d'une chaise cassée, puis leva vers elle un regard si intense qu'elle en fut troublée. Tu ne devrais pas avoir à te battre ainsi. Elle eut un petit rire amer. Dans mon monde, tout le monde se bat comme ça. Plus tard, quand elle le laissa se reposer dans le petit bureau de la clinique, Malik sortit de sa poche un téléphone, un appareil sophistiqué qu'il avait caché sous sa veste. Son pouce resta suspendu sur la ligne cryptée de son équipe de sécurité. D'un simple appel, il pouvait faire venir hélicoptère, médecin, garde, mais son regard se posa sur le tableau de vision de Nia accroché au-dessus du bureau, couvert de croquis de la clinique de ses rêves. Il remit le téléphone dans sa poche sans appuyer. Ce soir-là, un groupe d'enfants aperçut Malik boitant sur le chemin. Leurs yeux s'écarquillèrent devant ses chaussures coûteuses et son allure princière. « Monsieur, vous jouez au ballon avec nous ?» demanda timidement un garçon en tendant un vieux ballon usé. Malik haussa un sourcil. « Je ne. » Mais avant de finir, un autre enfant tira sur sa manche, et il se retrouva malgré lui à lancer maladroitement le ballon. Les enfants éclatèrent de rire quand il le rata, et, à sa propre surprise, un rire jaillit aussi de sa poitrine. Rugueux, maladroit, mais vrai. Nia observait depuis la porte de la clinique, les bras croisés. Le prince qui se tenait toujours comme de l'acier paraissait presque humain entouré d'enfants. Quand le jeu prit fin, Malik rendit le ballon, un sourire discret aux lèvres. Il croisa le regard de Nia et marcha vers elle, sa boiterie plus marquée. « Tu m'as sauvé » dit-il doucement. « Pas seulement contre le feu. Contre moi-même. » Nia cligna des yeux, déstabilisée par la sincérité dans sa voix. Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais des phares balayèrent soudain la route. Un SUV rutilant ralentit devant la clinique, ses vitres teintées s'abaissant juste assez pour laisser entrevoir l'éclat d'un objectif de caméra. Le visage de Malik se transforma aussitôt, toute douceur disparut, remplacée par une froideur tranchante. Il agrippa le bras de Nia, la tirant à l'intérieur tandis que la voiture stationnait au dehors. « Ils m'ont retrouvé » souffla-t-il, le regard dur comme la pierre. Le souffle de Nia se coupa. Elle comprit avec un frisson que, quoi qu'il fuyait, cela venait de l'atteindre, et elle n'était plus seulement une infirmière protégeant un patient. Elle se trouvait désormais au cœur de quelque chose de bien plus grand que son village ne pouvait contenir. Le SUV noir demeura là toute la nuit, moteur ronronnant tel un prédateur dans l'obscurité. Au lever du soleil, il n'était plus seul. 3 autres véhicules blindés et brillants roulèrent dans le village, avalant la lumière du matin derrière leurs vitres teintées. Nia se figea près de la porte de la clinique lorsque des hommes en costume sombre en descendirent, oreillettes scintillantes. Leurs gestes étaient précis, militaires. Au centre, un homme grand, un badge accroché à la ceinture, prononça dans un micro. Cible localisée. Son regard se posa sur Malik, qui s'était redressé difficilement de sa paillasse. Votre Altesse. Les mots tranchèrent l'air comme une lame. Nia cligna des yeux, croyant avoir mal entendu. Mais les hommes s'inclinèrent aussitôt, et celui qui menait fit un pas en avant. Prince Malik Obey Williams, votre famille vous cherche jour et nuit. Nous devons vous raccompagner immédiatement, Altesse. Les mots frappèrent la poitrine de Nia comme un coup. Elle se tourna vers Malik, la voix tremblante. Qu'est-ce qu'il vient de t'appeler? La mâchoire de Malik se crispa. Il lui lança un regard où brillait le regret, puis détourna les yeux. Il n'était pas sûr de te le dire. Tu m'as menti, murmura-t-elle, la chaleur lui montant aux joues. Tout ce temps, tu m'as laissé croire que tu étais un simple homme d'affaires perdu alors qu'en réalité. Sa voix se brisa. Tu es un prince. Dehors, le village s'agitait comme une fourmilière renversée. Les voisins envahirent la route poussiéreuse, étirant le cou. Les mères serrèrent leurs enfants contre elle. On chuchotait. Prince? Elle a dit prince? Puis vint le déclic des appareils photo. Les vents des journalistes avaient suivi le convoi. Les reporters se bousculaient, micros tendus, éclairs crépitant dans la brume du matin. Nia, reculez. Aboya un garde en se plaçant devant Malik. Mais elle ne bougea pas. Elle sentait chaque regard sur elle, chaque murmure s'infiltrer sous sa peau. La discrète infirmière des bois qui avait abrité un prince dans son lit.
La honte et la colère s'affrontaient dans sa poitrine. Malik, boitant, s'approcha d'elle malgré les protestations des gardes et referma doucement sa main sur la sienne. « Je n'ai jamais voulu que tu sois entraîné là-dedans. Tu m'as sauvé, Nia, et je te revaudrai ça. Quoi que tu veuilles, ta clinique, ton avenir, je le réaliserai. » La gorge de Nia se serra. « Je ne veux pas de ton argent. Je voulais la vérité. » Ses yeux s'adoucirent, mais les gardes se rapprochèrent. « Votre Altesse, le temps presse. Nous devons partir immédiatement. » Malik resserra sa prise sur sa main, comme s'il voulait résister. Pendant un instant, son regard accrocha le sien, porteur d'une promesse qu'elle ne comprenait pas. Puis, dans un souffle douloureux, il la lâcha. Le convoi l'engloutit. Les portières claquèrent. Les moteurs rugirent. En quelques minutes, la caravane disparut sur la route poussiéreuse, ne laissant que du gravier retourné et le silence. Les villageois se tournèrent vers Nia, leur voix montant comme une tempête. Elle a caché un prince sous son toit. Pour qui se prend elle? Elle pensait pouvoir le piéger comme un gibier? Le visage de Nia brûlait. Elle se réfugia dans la clinique, refermant la porte contre le vacarme. Ses mains pressées contre sa poitrine, elle tentait de retenir les morceaux brisés de son cœur. Le lit était vide désormais, les draps encore tachés de son sang. Il ne restait que l'écho de ses paroles, « Je te revaudrai ça ». Mais cet écho n'apportait aucun réconfort. Car ce qu'elle voulait, ce n'était pas une récompense. C'était la vérité. Et cette vérité avait été arrachée d'elle, emportée par ces voitures noires. Pourtant, au fond d'elle, Nia savait que ce n'était pas la fin. Les princes ne disparaissent pas simplement de la vie d'une infirmière de village. Ils attirent tout dans leur orbite, l'amour, le danger, les tempêtes bien au-delà de son contrôle. Et, pour le meilleur ou pour le pire, Nia avait déjà mis un pied dans la tempête. Le convoi s'éloigna du village, la poussière rouge laissant place aux routes noires et lisses, puis aux grilles immenses du domaine Obé. Le palais s'élevait tel un monument de puissance, ses flèches de marbre étincelantes dans le soleil couchant. Pour Nia, c'était un monde hors d'atteinte. Pour Malik, une cage dorée. Dès que les portières s'ouvrirent, la reine-mère Imani s'avança, drapée d'or et de carmin, les bijoux alourdissant sa gorge. Son visage taillé dans la pierre, ses yeux aussi acérés qu'une lame. Malik Obé Williams, tonnatait-elle, sa voix résonnant dans le grand hall. Sais-tu la honte que tu as jetée sur cette famille? Disparue des jours entiers, laissant le royaume croire que son futur roi gisait dans un fossé. Malik inclina la tête, mais sa mâchoire restait tendue. Mère, j'ai été attaqué. J'ai à peine survécu. Les narines d'Imani se dilatèrent. Et pourtant, tu as survécu dans un village de paysans. Réalises-tu ce que la presse dit? Ce que nos ennemis murmurent? Il soutint son regard avec une dureté de fer. Ces villageois m'ont sauvé. Une infirmière m'a sauvé. Les lèvres d'Imani se pincèrent, son mépris éclatant à la simple mention de Nia. Tu n'entacheras pas notre nom en t'abaissant à quelque sottise avec une fille de village. Derrière elle, le prince Jabari se tenait silencieux, main jointe en feinte humilité. Mais alors que Malik passait, son regard le suivait, chargé de calculs glacés. Plus tard, dans les appartements ombragés de l'aile, Jabari se servit un verre de brandy, tandis qu'une femme grande et élégante s'accoudait au balcon. Séléna Dubois, regard perçant, radieuse et dangereuse comme le feu. Alors le prince prodigue est de retour, ronronna-t-elle en faisant tournoyer son verre. Le monde le croyait mort, mais en réalité, il se cachait dans une cabane avec une infirmière sans importance. Jabari eut un sourire en coin. Cette infirmière pourrait être notre plus grand atout. Malik a déjà suscité le scandale en disparaissant. Imagine ce que dira le monde en apprenant qu'il partageait le lit d'une villageoise. Le sourire de Séléna se fit lent, prédateur. Et imagine ce que je pourrais faire avec son visage en première page. Le lendemain matin, Malik était assis à son bureau, les murs du palais l'écrasant, des piles de documents s'accumulant, ses conseillers attendant dehors. Mais son esprit était ailleurs. Il voyait le visage couvert de poussière d'une jeune femme le tirant des flammes, les mains sur qui avaient recousu ses plaies, les yeux flamboyants qu'il avait accusés de mensonge. Il n'avait jamais rencontré une femme comme Nia. Un serviteur entra en s'inclinant. « Votre Altesse, le gala de ce soir. Lady Séléna Dubois a déjà confirmé sa présence. »
Les lèvres de Malik se pincèrent. Bien sûr qu'elle l'a fait. Ce soir-là, les lustres de la salle de bal au B étincelaient comme 1000 soleils. Les nobles, magnats et dignitaires étrangers se déplaçaient sur le marbre poli. Quand Malik entra, la pièce se tut, les murmures le suivant comme des ombres. Selena surgit de la foule, vêtue d'une robe de soie écarlate, sa beauté indéniable, chacun de ses gestes calculés. Elle se dirigea vers lui, et sans hésitation, s'accrocha à son bras. « Mon prince » murmura-t-elle, pressant sa joue contre son épaule comme si elle en avait encore le droit. « Le monde s'est inquiété pour toi. Moi aussi. » Les flashs crépitèrent, les reporters prenaient des photos. Malik ne la repoussa pas, mais son regard se détourna, vers le souvenir d'une fille de village qui ne lui demandait rien d'autre que la vérité. De l'autre côté du bal, le téléphone d'un journaliste tinta. Il le sortit, les yeux écarquillés. « Flash info » murmura-t-il à un collègue. Des photos avaient fuité de la présence du prince au village. En quelques minutes, les écrans de la salle s'allumèrent. Là, elle était, Nia Johnson. Sa tresse en bataille, son uniforme taché de sang, traînant Malik sur une civière de fortune le long d'une route de terre. Titre après titre défilait sur les écrans. Femme mystérieuse ayant sauvé le prince, infirmière du village ou amante secrète. Le cœur de Malik rata un battement. Selena resserra sa prise sur son bras et siffla. « Oh, Malik, on dirait que ton petit secret n'est plus si secret. » Autour d'eux, la salle bourdonnait d'un scandale tout neuf. Chaque caméra cherchait maintenant à connaître le nom de la fille qui avait osé toucher un prince. Le village n'avait cessé de murmurer depuis le départ du convoi. Chaque véranda, chaque étal du marché portait les mêmes chuchotements. « Vous avez entendu ? Nia le cachait. Elle avait le prince sous son toit. Peut-être l'a-t-elle ensorcelé. » Au troisième jour, les murmures devinrent plus lourds, mi-curiosité, mi-soupçon. Certains voisins la regardaient avec fierté, d'autres avec des yeux plissés. Peu après l'aube, le grondement des moteurs se fit entendre à nouveau. Cette fois, ce n'était pas seulement quelques SUV noirs. C'était un véritable convoi royal. Les voitures brillantes roulaient sur la route de terre, effrayant les poules et envoyant les enfants courir derrière elles. Les villageois se rassemblèrent en petits groupes, leurs plus beaux habits du dimanche mis à la hâte, observant les gardes du palais uniformés monter sur le perron de Nia. Le plus grand déroula un parchemin, sa voix tonnant à travers la foule. Par décret de la reine-mère Imani Obé Williams, l'infirmière Nia Johnson est convoquée au palais royal dans la capitale. Elle devra répondre de son association avec son Altesse, le prince Malik Obé Williams. Des exclamations parcoururent le village. Certaines femmes applaudirent, fières, notre petite Nia convoquée au palais. D'autres murmurèrent à voix basse, jugeant l'impropriété de la situation. Le chef Otu s'avança, son visage marqué par l'inquiétude. « Enfant, c'est dangereux. Les royaux ne convoquent pas des filles de village sans raison. » Avant que Nia ne puisse répondre, la canne de grand-mère Mabel frappa le perron. « Assez. Ma petite fille a sauvé la vie de ce garçon. Si la reine-mère la veut, qu'elle y aille, mais la tête haute. » Les yeux de sa grand-mère mêlaient avertissement et fierté. Ce soir-là, Nia, Dieu t'a choisi. N'aie pas peur d'aucun palais. Nia avala sa salive, le cœur battant, la peur tordue dans son ventre. Mais sous cette peur brillait autre chose, la détermination. J'irai, dit-elle d'un signe de tête. Le voyage vers la ville fut un flou de flashs et de regards curieux. Les journalistes pressaient le convoi, criant des questions, tandis que les gardes les tenaient à distance. Chaque fois que son nom était crié, Nia s'enfonçait plus profondément dans son siège, souhaitant disparaître. Mais lorsque la skyline apparut, les tours de verre étincelantes, les dômes du palais scintillant en blanc et or, elle ne put retenir un souffle d'admiration. Jamais elle n'avait vu tant de grandeur. Les portes du palais s'ouvrirent, révélant des cours bordées de fontaines scintillant comme des diamants. Les serviteurs s'inclinèrent tandis que les gardes l'escortaient à travers des couloirs de marbre où des lustres chargés de cristaux pendaient lourdement. Nia sentit son souffle se raccourcir. Sa robe de villageoise, simple mais soignée, ressemblait à un chiffon face à tant de splendeur. On la conduisit dans une vaste salle de réception. Au centre se tenait Malik. Il portait un costume sur mesure, posture royale, sa présence emplissant la pièce. Mais dès que ses yeux la trouvèrent,
son masque se fissura. « Que fais-tu ici ?» Sa voix était dure, mais son regard trahissait autre chose. Soulagement, incrédulité, voire peur. « La reine-mère m'a convoqué, » dit Nia, luttant pour garder la voix stable. Malik fit signe aux gardes de s'éloigner, puis s'avança, ses pas vifs malgré sa boiterie. Sa main attrapa son coude, la tirant dans un coin de la salle. « Tu n'aurais pas dû venir, » siffla-t-il. « Ce n'est pas sûr. Je n'avais pas le choix. » Ils ont clairement fait comprendre que ce n'était pas une demande. Il jura entre ses dents dans une langue qu'elle ne comprenait pas, puis passa une main dans ses cheveux. « Je n'ai jamais voulu que tu sois entraîné dans ce monde. » Nia le regarda, poitrine serrée. « Peut-être aurais-tu dû y penser avant de me mentir. » Les mots flottèrent entre eux, plus tranchants qu'une lame. Pendant un battement, les épaules fières de Malik s'affaissèrent. Avant qu'il ne puisse répondre, les portes à l'autre bout de la salle grincèrent. Un silence parcourut l'assemblée lorsque la reine-mère Imani entra, entourée de courtisans en robes chatoyantes et turbans ornés de bijoux. Ses yeux balayèrent la salle, d'abord Malik, puis Nia. Le sourire de la reine-mère était mince, dangereux. « Alors, dit-elle, portant sa voix comme un jugement, voici la fille de village qui a traîné mon fils hors de la boue pour le plonger dans le déshonneur. » L'estomac de Nia se noua, mais elle resta droite, refusant de détourner le regard. Derrière elle, la main de Malik serra son coude, comme pour l'ancrer. Son regard ne quitta jamais celui de sa mère. Et ainsi, le palais était devenu un champ de bataille, où Nia se tenait exposée à chaque œil. Les mots de la reine-mère résonnaient dans la salle de marbre, et Nia comprit avec un frisson qu'elle n'était pas simplement convoquée comme témoin. Elle était jugée, et le jugement d'un royaume pesait maintenant sur sa tête. La salle à manger du palais brillait de lustre si lourd qu'il semblait prêt à écraser les mortels en dessous. De longues tables s'étiraient sur toute la longueur, ploient sous des plats de faisan rôti, fruits confits et coupes de cristal remplies de vin. Les courtisans scintillaient en soie et bijoux, leurs regards plus aiguisés que les couteaux en argent qu'ils manipulaient. Au bout de la salle, la reine-mère Imani trônait comme un monarque sculpté dans l'obsidienne, chaque bijou de sa couronne brillant d'un avertissement silencieux. Malik s'assit à sa droite, et à sa gauche, par décret, non par invitation, s'assit Nia Johnson, main serrée sur ses genoux, sa robe de villageoise repassée mais criante de simplicité face aux robes en dentelle importée. Chaque murmure dans la salle semblait dirigé vers elle. Chaque regard, une lame. Alors c'était elle, l'infirmière des routes de terre. Elle semblait ne même pas savoir quelle fourchette utiliser. Nia sentit sa gorge se serrer. Elle força son regard vers le bas, suivant la broderie de la nappe pour calmer ses nerfs. Les portes s'ouvrirent avec force et théâtralité. Séléna Dubois glissa à l'intérieur, la soie rouge épousant ses formes comme du feu, des diamants pendant à ses oreilles. Elle se dirigea droit vers Malik, et sans hésitation, s'inclina pour déposer un baiser sur sa joue. « Mon cher prince », ronronna-t-elle, sa voix portée pour que toute la cour entende. « Comme j'ai prié pour ton retour sain et sauf. » La mâchoire de Malik se durcit, mais il ne la repoussa pas. Séléna s'installa gracieusement en face de Nia, son sourire tranchant comme du verre. « Et vous devez être la petite infirmière », dit Séléna avec un sourire mielleux. Ses yeux parcoururent la robe modeste de Nia. « Comme c'est pittoresque !» La chaleur monta au visage de Nia. Elle ouvrit la bouche, mais la voix de la reine-mère Imani fendit la salle avant qu'elle ne puisse répondre. « Notre fils a eu la chance que vous soyez près de lui lors de son accident, » dit Imani d'un ton lisse, son sourire n'atteignant jamais ses yeux. « J'imagine que cela a dû être accablant. Une femme de condition si humble brusquement plongée dans la compagnie de la royauté. » Un murmure de rire parcourut les courtisans. Les épaules de Nia se raidissent. « Sauver une vie n'est pas accablant, » dit-elle doucement, forçant sa voix à ne pas trembler. « C'est mon devoir d'infirmière. » Un silence tomba. Séléna laissa échapper un rire cristallin. « Oh, comme c'est noble. Dites-moi, ma chère, avez-vous exercé votre métier d'infirmière dans ce petit cabanon que vous appelez clinique? Ou peut-être dans les poulaillers de votre village ?» Les courtisans éclatèrent en rire cruel. Une noble femme se couvrit la bouche, feignant de cacher son amusement. La poitrine de Nia brûlait. Elle serra sa fourchette, se forçant à ne pas pleurer. « Pas ici. Pas devant eux. » Mais avant qu'elle ne puisse parler, la chaise de Malik racla le sol. Le son résonna dans la salle comme le tonnerre. Il se leva,
les yeux flamboyants. Assez. Sa voix claqua comme un fouet, faisant taire la salle. Il tourna son regard vers Séléna, puis balaya les courtisans. Cette femme m'a sauvé la vie. Elle m'a tiré du feu quand la mort avait déjà ses mains sur moi. Aucun d'entre vous dans cette salle ne peut dire la même chose. Montrez-lui le respect qui lui est dû, ou vous répondrez à moi. Des exclamations parcoururent l'assemblée. Les nobles échangèrent des regards choqués, des murmures sifflants comme des serpents. Le sourire peint de Séléna vacilla, les diamants de sa confiance s'émoussant sous la fureur de Malik. Nia le regarda, stupéfaite. Pour la première fois, il l'avait défendue, pas dans des chuchotements privés, mais devant toute la cour. Lorsqu'il se rassit, sa main frôla la sienne sous la table, pas par accident. Elle sursauta légèrement à la chaleur, à la façon dont son toucher stabilisait sa tempête, mais au loin, son regard croisa celui d'une autre figure. Le prince Jabari était assis en silence, son verre à mi-chemin de ses lèvres. Il n'avait pas ri, pas parlé. Il la fixait, sans cligner, une ombre de quelque chose de plus sombre brillant dans ses yeux. Une promesse, une menace. Plus tard, alors que le dîner se dissolvait en bavardage et en danse, Malik conduisit Nia à l'écart dans une alcôve de marbre. Son visage était toujours tendu de colère, mais sa voix s'adoucit en la regardant. « Tu n'as pas ta place parmi leurs rires, dit-il. » Nia releva le menton, la douleur de l'humiliation encore vive. « Tu crois que je ne le sais pas ?» Ses yeux brûlaient dans les siens. « Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je voulais dire que tu appartiens à ce monde avec moi. Tu es assez forte pour affronter le feu pour moi. Tu es assez forte pour les affronter. » Son souffle se coupa. Ces mots étaient à la fois une bombe et une marque. Une partie d'elle voulait le croire, s'abandonner à la chaleur de son regard, mais une autre partie reculait, hérissée par l'arrogance glissée dans sa promesse. « Tu n'as pas le droit de décider où j'appartiens, » murmura-t-elle, sa voix tranchante malgré le tremblement dans sa poitrine. Pour la première fois, la certitude de Malik vacilla. Il ouvrit la bouche, puis la referma, sa mâchoire serrée comme s'il avalait des mots qu'il ne pouvait pas prononcer. Derrière eux, les notes de musique flottaient dans les couloirs du palais, mais Nia ne ressentait aucune légèreté. Elle sentait seulement le poids de 1000 lieues, le jugement d'un royaume, et l'ombre froide du regard de Jabari brûlant encore dans son dos. Alors que Nia se détournait de Malik pour reprendre contenance, elle ne remarqua pas que Jabari se levait de son siège de l'autre côté de la salle. Son sourire était petit, dangereux, et rempli de secrets. Pour la première fois, Nia comprit que sa survie dans ce palais n'était pas seulement une question de dignité. Un jour, cela pourrait être une question de vie ou de mort. Les jardins du palais étaient plus calmes que les grandes salles. Un sanctuaire de fontaines au clair de lune et de feuilles chuchotantes. Des statues de marbre veillaient sur les haies parfaitement taillées, leurs visages de pierre froid et éternel. C'est ici que Malik guida Nia, loin des murmures des courtisans et du sourire en coin de son frère. Pour la première fois depuis son entrée au palais, elle respirait sans sentir le poids de 1000 lieues. Pourtant, ses mains tordaient nerveusement son jupon en marchant à ses côtés. « Ils ne m'accepteront jamais, » murmura-t-elle, sa voix presque perdue dans la nuit. Malik s'arrêta près d'une fontaine, l'eau reflétant la lumière argentée. « Ils n'ont pas besoin de le faire, » dit-il, son regard accrochant le sien, intense et inflexible. « Moi, oui. » Nia avala difficilement, regardant les ondulations dans l'eau. « Tu ne comprends pas, Malik. Ma vie n'est pas faite de balles et de couronnes en diamant. C'est du sang sur mes mains. Des bébés accouchés sur le sol de terre. Des patients suppliants pour des médicaments que je n'ai pas. Mon rêve n'est pas de m'asseoir à ta table. Mon rêve, c'est une clinique dans mon village. De vrai matériel, de vrais soins, un endroit où les gens ne meurent pas en attendant des miracles. » Ces mots jaillirent comme une confession qu'elle n'avait pas prévu de faire. Lorsqu'elle leva les yeux, s'attendant à des moqueries, elle vit autre chose sur son visage, de l'admiration, et quelque chose de plus doux qu'elle ne pouvait nommer. « Tu as vu plus de souffrance dans le monde que la plupart des gens de mon conseil, » dit Malik doucement. « Tu veux guérir ? Cela vaut plus qu'une couronne, » répondit-elle, la poitrine serrée. Pendant un instant, la distance entre eux sembla disparaître. Mais ailleurs dans le palais, des ombres se rassemblaient. Dans une chambre tranquille, Jabari versa 2 verres de vin tandis que Kayla Brox entrait, nerveuse. Elle était venue sous prétexte de rendre visite à Nia, mais la convocation avait été claire,
le prince voulait la voir. Tu es son ami, n'est-ce pas? Demanda Jabari, offrant un verre. Son sourire était charmant, sa voix comme de la soie. Tu la connais depuis plus longtemps que quiconque. Kayla hésita. Oui, depuis l'enfance. Jabari se pencha. Alors tu sais qu'elle n'a pas sa place ici. L'obsession de mon frère pour elle menace tout, la famille, le trône. Tu pourrais l'aider, tu sais. L'aider à comprendre sa place avant qu'elle ne soit détruite par ce monde. Les sourcils de Kayla se froncèrent. Et pourquoi ferais-je cela? Jabari fit glisser une bourse en velours sur la table. Le cliquetis des pièces d'or à l'intérieur était indiscutable. Parce que la loyauté mérite d'être récompensée. Pense à ton avenir, mademoiselle Brox. Veux-tu rester infirmière dans une clinique en ruine, ou préférerais-tu une vie de richesse et d'influence? Les doigts de Kayla tremblèrent en effleurant la bourse. Un instant, la culpabilité brilla dans ses yeux. Puis elle referma sa main dessus. Dans les jardins, Malik s'était rapproché de Nia, sa voix basse et sincère. Tu crois que tu n'as pas ta place ici, mais quand tu parles, je vois une force qu'aucun d'eux n'a. Tu ne me crains pas. Tu ne t'inclines pas, tu tiens debout. C'est pour ça que je... Ses mots se brisèrent alors que sa main soulevait une mèche rebelle de sa joue. Leurs yeux se verrouillèrent et l'air se tendit, chargé. Lentement, il se pencha, son souffle chaud contre ses lèvres. Le cœur de Nia battait la chamade. Une partie d'elle voulait reculer pour se rappeler qu'il était un prince et qu'elle n'était qu'une infirmière de village. Mais une autre partie, celle qui se souvenait de son rire avec les enfants, de sa gratitude à la clinique, brûlait de combler la distance. Leurs lèvres étaient presque en contact lorsqu'une voix fendit le jardin. Malik. Les talons de Selena claquèrent contre la pierre alors qu'elle avançait dans le clair de lune, sa robe scintillant comme le feu. Elle s'arrêta net, les yeux plissés en les voyant si proches. Quelle charmante scène! Lança-t-elle, le venin doux dans son ton. Le prince et sa petite infirmière jouant aux amoureux parmi les roses. Nia recula brusquement, le visage brûlant. La mâchoire de Malik se durcit, mais le sourire triomphant de Selena s'étendait déjà. Elle s'avança, effleurant le bras de Malik de sa main. Tu te perds, mon prince. Le monde regarde. Ils s'attendent à te voir aux côtés de femmes comme moi, pas de cas de charité tiré de la boue. Les yeux de Malik étincelèrent. Faites attention, Selena. Mais le cœur de Nia s'était déjà effondré. Le rire des courtisans. Le mépris de la reine-mère. Le venin de Selena. Tout cela pesait sur elle jusqu'à l'étouffer. Elle se détourna, murmurant. Je n'ai pas ma place ici. Malik attrapa son poignet, sa voix féroce. Alors je te prouverai que tu en as une. Nia se figea, le regard fixé sur lui. Mais ces mots, bien que puissants, portaient un poids qui la déstabilisait. La voulait-il pour ce qu'elle était, ou comme un autre défi à conquérir? Alors que Malik regardait Nia se retirer dans l'ombre, il serra les poings. Si elle doutait de sa place à ses côtés, il allait la tester. Il découvrirait si elle l'aimait lui ou la couronne qu'il portait, et le test qu'il avait imaginé risquait de briser leurs deux cœurs. Lorsqu'elle retourna dans son village, son nom n'était plus le sien. Il appartenait à toutes les bouches qui le prononçaient, à tous les journaux qui l'imprimaient, à tous les commérages qui le déformaient. Les enfants couraient pieds nus dans les rues poussiéreuses, chantant « Nia et le prince. Nia et le prince ». Leurs rires résonnaient comme des cloches, innocents et inconscients. Mais les voix des adultes étaient plus lourdes, aiguisées par l'envie, la suspicion et la peur. Elle a oublié qui elle est. D'abord infirmière, maintenant elle croit qu'elle sera reine. Pense-t-elle vraiment qu'un homme comme lui la gardera? L'estomac de Nia se noua alors qu'elle poussait la porte de la clinique. L'odeur familière de l'antiseptique et du bois ancien l'enveloppa, mais même ici, elle ne pouvait échapper au murmure. Une mère attendant avec son enfant malade la regarda avec de grands yeux. Mademoiselle Nia, murmura-t-elle, la voix tremblante d'admiration. Est-ce vrai que vous étiez au palais avec lui? Nia força un sourire, s'accroupissant près de l'enfant pour vérifier sa fièvre. Ne croyez pas tout ce que vous entendez, murmura-t-elle. Mais même en disant cela, elle savait que ses mots étaient vains. Le village avait déjà tissé son histoire avec elle au centre. Ce soir-là, le chef Otto Jackson arriva à sa porte, sa carrure remplissant le perron. Il tenait son chapeau dans les mains, l'expression grave. « Enfant, dit-il, je t'ai déjà averti.
Maintenant, le monde entier connaît ton nom, et le monde de ce garçon n'est pas le tien. Les royaux ne tendent pas la main pour nous élever. Ils tendent la main pour nous utiliser. La poitrine de Nia se serra. Je n'ai rien demandé de tout cela, chef. Je n'ai pas demandé à le sauver ni à être entraîné dans son palais. Les yeux d'Otu s'adoucirent, mais sa voix resta ferme. C'est le danger des tempêtes à proximité. Tu n'as pas à demander à y être prise. Sois juste prudente avant que ton nom n'apporte la honte plutôt que la fierté. Lorsqu'il partit, elle resta longtemps sur le seuil après que le bruit de ses bottes se fut estompé. Honte, fierté, des mots plus lourds que toute blessure qu'elle avait jamais suturée. Le lendemain, alors que la clinique bourdonnait d'enfants toussants et de mères fatiguées, une ombre tomba sur l'encadrement de la porte. Nia leva les yeux, le cœur s'arrêtant. Malik était là, sans costume, sans le vernis poli du palais. Il portait une simple chemise, manches retroussées jusqu'au coude, mais rien ne pouvait masquer sa présence. Des exclamations parcoururent la salle d'attente alors que toutes les têtes se tournaient. « Votre Altesse » murmura quelqu'un. Nia se figea, les mains tremblantes autour des bandages qu'elle était en train d'enrouler. « Que faites-vous ici » siffla-t-elle, voix basse et tranchante. « Je devais voir » dit simplement Malik, balayant du regard la pièce exiguë, la peinture écaillée, les étagères à moitié vides de médicaments. « Je devais voir le monde dont tu parlais, » dit-il, la mâchoire serrée. « Et maintenant tu y as apporté le chaos. » Mais avant qu'elle ne puisse le renvoyer, un petit garçon tira sur sa manche, les yeux grands ouverts. « Monsieur, ma sœur ne respire pas correctement. » Malik s'agenouilla, les traits de son visage s'adoucissant, tandis que le garçon le conduisait vers un coin où une fille sifflait sur un lit. Nia accourut à ses côtés, vérifiant ses poumons avec une rapidité experte. « Elle a besoin de médicaments que je n'ai pas » murmura-t-elle, la frustration brûlant dans sa poitrine. « Si j'avais un inhalateur, elle respirerait mieux en quelques minutes. » Mais à la place, sa voix se brisa. « À la place, je ne peux que prier. » Les yeux de Malik se durcirent. Il se redressa de toute sa hauteur, s'adressant à elle avec autorité. « Plus de prières pour des miettes. Dis-moi ce dont tu as besoin. » « Combien ? Je financerai tout. Cette clinique, les médicaments, tout. » La pièce tomba dans un silence absolu. Les mères serraient leurs enfants, les yeux écarquillés d'espoir. Nia le regardait, le pouls affolé. « Vous vous entendez ? Vous pensez que l'argent résoudra tout ? Que vous pouvez acheter les difficultés ? Acheter ma fierté ? M'acheter ? » Malik s'approcha, sa voix basse mais féroce. « Je ne veux pas t'acheter, Nia. Je veux t'honorer. Tu m'as sauvé. Laisse-moi te sauver à mon tour. » Son cœur vacilla, pris entre désir et peur. Ces mots frappaient quelque chose de profond, mais derrière eux, elle entendait l'écho des chaînes, la peur de lui devoir quelque chose, de devenir une autre possession dans son monde de pouvoir. Elle secoua la tête. « Vous ne comprenez pas. Si j'accepte, ils diront que je voulais seulement ton argent. Ils diront que je t'ai poursuivi pour cela. Toute ma vie deviendra leur mensonge. » Les yeux de Malik s'adoucirent, la fureur laissant place à quelque chose de plus vulnérable. « Alors laissez-les parler. Ils le font déjà. Tout ce qui compte, c'est ce que nous savons être vrai. » Le silence entre eux était dense, chargé, seulement interrompu par le gémissement de la fille sur le lit. Malik se tourna soudain, se dirigeant vers la porte. « Demain, » dit-il par-dessus son épaule, « demain les fournitures arriveront. Plus aucun enfant ne souffrira ici. » Puis il partit, laissant la clinique vibrante d'admiration, les patients murmurant des bénédictions. Nia resta figée, la poitrine un champ de bataille d'émotions. Gratitude, peur, désir, ressentiment. Elle voulait croire ses paroles, mais craignait aussi de se noyer sous leur poids. Alors qu'elle pressait un linge frais sur le front de la fille malade, les murmures des villageois reprirent. « Elle change déjà. Voyez comment il la protège. Bientôt, elle nous oubliera tous. Ou peut-être nous apportera-t-elle fortune. » Nia ferma les yeux, le poids de chaque voix pesant sur elle. Cette nuit-là, seule dans sa chambre, elle murmura dans l'obscurité. « Si j'accepte son aide, je me perdrai. Si je refuse, je le perdrai. » Dehors, le bourdonnement des voitures approchant perçait le silence, et elle savait que la promesse de Malik avait déjà mis des forces en mouvement. Elle ne pouvait pas s'arrêter. Le palais brillait comme un joyau cette nuit-là.
Des lanternes vacillaient à chaque fenêtre et des calèches bordaient l'allée pavée. La famille royale Obé avait annoncé une célébration, le retour en sécurité du prince Malik. Diplomates, magnats et nobles affluaient dans la salle de bal, leurs rires et bavardages sous l'effet du champagne résonnant sous les plafonds voûtés peints de constellations dorées. Pour Nia, debout dans l'ombre au bord de la salle de bal, cela ressemblait moins à une célébration qu'à un procès. Sa robe était simple comparée aux créations scintillantes autour d'elle, en soie, taillée à la dernière minute par les couturières du palais. Son bleu pâle était censé l'adoucir, mais les murmures ne s'adoucirent pas. La voilà, celle qui l'a traînée hors de la boue, et qui pense maintenant appartenir au hall de marbre. Regarde-la, serrant cette jupe comme une servante. Les mains de Nia se crispèrent sur le tissu. Elle se dit qu'elle pouvait supporter cela, qu'elle n'était là que parce que la reine-mère l'avait exigé, mais son cœur battait trop vite et ses yeux se tournaient trop souvent vers les portes doubles. Puis la pièce changea. Séléna Dubois fit son entrée. Des exclamations la suivirent comme une marée. Sa robe était une gaine de satin cramoisi, ses cheveux relevés. Mais ce n'était pas sa beauté qui capturait la salle. C'étaient les bijoux scintillant à son cou, les diamants de la famille Obé. Chaque courtisan les connaissait, un collier porté seulement par les femmes favorisées par la famille. Le sourire de Séléna à son entrée était un pur triomphe. Ses yeux se fixèrent sur ceux de Nia, s'y attardant, la défiant de s'effondrer. Les lèvres de la reine-mère Imani se courbèrent légèrement en se levant pour saluer Séléna, effleurant sa joue d'un baiser. « Comme tu es radieuse ce soir, ma chère. » Depuis l'ombre, le prince Jabari se pencha vers sa mère, sa voix basse mais venimeuse. Malik devient imprudent. L'infirmière trouble son jugement. Imagine ce que dira le peuple. Leur prince déshonoré par une fille de paysanne alors qu'une vraie noble l'attend. L'expression d'Imani ne changea pas, mais ses yeux fliquèrent une fois vers Nia, aiguisés et évaluateurs. Pendant ce temps, Malik entra sous les applaudissements tonitruants, son costume parfaitement taillé, sa couronne captant la lumière des lustres. Il traversa la foule avec une autorité royale, mais ses yeux cherchaient jusqu'à la trouver, elle, près de lui. Et juste ainsi, les murmures disparurent pour lui. Il traversa la salle de bal, ignorant la main tendue de Séléna, ignorant les nobles qui s'inclinaient à son passage. Il s'arrêta devant Nia, qui se figea sous le poids de tous les regards. « Danse avec moi », dit simplement Malik. Des exclamations parcoururent la salle. Un serviteur faillit faire tomber un plateau. Le sourire de Séléna se brisa, et les doigts ornés de bijoux de la reine-mère Imani se crispèrent autour de son verre de vin. La gorge de Nia se dessécha. « Malik, je danse », répéta-t-il, la voix basse, autoritaire mais pas méchante. Sa main était déjà tendue, ferme et patiente. Elle plaça ses doigts tremblants dans les siens, et il la conduisit au centre de la piste. L'orchestre enfla, les violons balayant l'air tandis que les bras de Malik glissaient autour de sa taille. Chaque pas semblait impossible, mais son regard l'ancrage. Pour un instant, la salle de bal disparut. Il n'y avait que la chaleur de sa main, la stabilité de ses yeux, et l'écho de son propre cœur battant. « Tu ne sais pas ce que tu as fait », murmura-t-elle, la peur mêlée à l'admiration. « Je le sais », murmura Malik, sa voix effleurant son oreille. « Et je le referai. » Mais tout le monde dans la salle n'était pas enchanté. Au bord de la salle, Kayla Brox se tenait près des journalistes, sa robe empruntée brillant mais incapable de cacher l'envie qui bouillonnait sous son sourire. Elle avait été convoquée en tant qu'amie de Nia, mais ses yeux ne quittèrent jamais la main de Malik sur la taille de Nia. Son téléphone vibra, un message clignota à l'écran, « Nous paierons double si vous nous envoyez quelque chose à publier ce soir. » Kayla hésita, le pouls battant. Puis, les doigts tremblants, elle ouvrit sa galerie. Des photos des pages du journal de Nia qu'elle avait entreaperçues, des scans de factures de la clinique, des extraits de conversations, preuve que l'humble infirmière avait des rêves d'argent, de pouvoir, de choses qu'elle ne pourrait jamais se permettre. Elle envoya le tout, et en quelques minutes, les murmures dans la salle devinrent acérés. Les écrans s'illuminèrent de titres. L'ambition de l'infirmière du village. A-t-elle ciblé le prince pour sa richesse? Exclusif, les plans secrets de Nia Johnson pour une clinique financée par la royauté. Les murmures devinrent plus forts et cruels. Elle veut sa couronne. Elle a tout planifié depuis le début. Ambition déguisée en innocence. Le rire de Séléna monta au-dessus du bruit, doux et tranchant.
Oh, ma chère Nia, tu as joué ton rôle à la perfection. Le sang de Nia se glaça. Ses yeux se mirent à courir autour d'elle, chaque noble, chaque journaliste la fixant, leur regard imbibé d'accusation. Elle retira sa main de celle de Malik en trébuchant en arrière. Ce n'est pas ce que ça semble être, tenta-t-elle de dire, mais sa voix se brisa. Malik se tourna, la fureur allumant ses yeux en voyant les titres. Nia. Mais l'humiliation s'abattit sur elle comme une vague. Elle ne pouvait respirer sous le poids de leurs regards et de leurs murmures. Elle se retourna et s'enfuit, sa jupe flottant, les larmes brûlant ses joues. Attends. Tonton retentit derrière elle. Il se fraya un chemin à travers les nobles, ignorant l'appel sec de sa mère, ignorant le sourire triomphant de Séléna. Il la suivit à travers les couloirs de marbre, sa silhouette floue alors qu'elle fuyait entre miroirs dorés et rideaux de velours. Nia, son ton résonna dans les corridors. Ne les crois pas. Ne fuis pas loin de moi. Mais elle poussait déjà les portes du palais vers la nuit. Lorsque Malik déboula dans la cour après elle, les portes du palais s'ouvrirent en grinçant, et, dans l'ombre, une silhouette familière attendait. Jabari, son sourire froid et connaisseur, observait Nia fuir. Malik se figea en réalisant que son frère avait planifié ce moment depuis le début. Le palais ne dormait jamais vraiment. Même à minuit, ses couloirs de marbre résonnaient des pas des gardes, des lanternes vacillantes, des murmures trop lourds pour la lumière du jour. Dans un bureau sombre de l'aile ouest, le détective Marcus Cole triassait des dossiers étalés sur le bureau. Photos de carcasses de voitures, virements bancaires au nom de Jabari, enregistrements d'hommes de main issus du milieu criminel de la ville. Les pièces du puzzle s'assemblaient, laides et indéniables. L'accident du prince Malik n'était pas un accident, murmura Marcus. C'était un attentat. La porte grinça. Un garde entra, raide et mal à l'aise. Monsieur, le jeune prince pose des questions. Il soupçonne que vous enquêtez. La mâchoire de Marcus se serra. Il connaissait le risque d'approfondir trop près la pourriture de la famille royale, mais les preuves étaient claires. Le prince Jabari avait ordonné l'embuscade qui avait failli tuer son frère. Et Jabari n'avait pas fini. De l'autre côté de la ville, dans un entrepôt sombre, Jabari rencontrait deux mercenaires, leurs visages marqués et endurcis par trop de missions. La première tentative a échoué, dit Jabari, la voix douce mais venimeuse. Mon frère vit, et pire, il exhibe son infirmière comme si elle était déjà reine. Cela doit cesser maintenant. Elle est sa faiblesse. Éliminez-la et Malik s'effondrera. Les mercenaires hochèrent la tête, le tintement de l'argent dans les mallettes scellant leur pacte. Pendant ce temps, Malik se tenait dans les jardins du palais, les épaules lourdes en attendant. Quand Nia apparut, enveloppée d'un châle contre le froid de la nuit, sa poitrine se serra. Elle le regardait comme si elle voulait l'aimer, mais le craignait autant. « Tu voulais me voir » murmura-t-elle. « Oui. » La voix de Malik était basse, rauque. Il s'approcha, les ombres dansant sur son visage. « Nia, il y a des choses que tu ne comprends pas de mon monde. Cette nuit-là, tu m'as tiré de l'accident. Ce n'était pas le destin. C'était la survie. On m'a déjà chassé. On me chassera encore. » L'estomac de Nia se noua. « Chassé ? Tu veux dire assassin ? Des rivaux qui préféreraient me voir morte plutôt que couronnée ?» Son regard s'assombrit, hanté. L'accident n'était pas un hasard. Quelqu'un voulait que je disparaisse. Sa main vola à sa bouche. Et je me suis tenu à tes côtés tout ce temps, ce qui signifie que toi aussi tu es en danger, termina-t-il, sa voix traversant sa panique. Sa main serra la sienne, ferme mais douce. Je devrais te renvoyer, mais je ne peux pas. Tu es déjà devenu. Il s'arrêta, incapable de finir. Le silence pesait lourd entre eux. Les larmes piquaient les yeux de Nia. Malik, je ne sais pas si je peux survivre à tout ça. Je n'ai pas demandé de palais, d'assassins et de reines qui me haïssent. Je voulais juste soigner les gens de mon village. Et tu le feras, jure Malik, sa voix féroce. Je te donnerai cette clinique, tous les médicaments, tous les outils. Ne t'éloigne pas. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, un messager accourut dans le jardin, s'inclinant à bout de souffle. Votre Altesse, nouvelle urgente. La grand-mère de l'infirmière est gravement malade. Le cœur de Nia s'effondra. Grand-mère ma belle. Le messager hocha la tête. Elle s'est effondrée ce soir. Le médecin du village craint qu'elle ne survive pas à la semaine.
Nia chancela, serrant son châle. Je dois y aller maintenant. La mâchoire de Malik se serra. Les routes ne sont pas sûres. Celui qui est venu pour moi pourrait frapper encore. Je m'en fiche, cria-t-elle, la voix brisée. Elle m'a élevé. Elle est tout ce qu'il me reste. Si je ne vais pas. Ces mots moururent dans un sanglot. Malik ferma les yeux, déchiré. Il connaissait le risque. Revenir au village les rendrait vulnérables, une cible facile. Sa sécurité l'avait supplié de rester dans les murs du palais jusqu'à ce que la menace soit contenue. Mais il ne pouvait pas regarder la fille qui lui avait sauvé la vie perdre la femme qui lui avait donné la sienne. « Je t'emmène, dit-il enfin, sa voix comme l'acier. Si tu y vas, j'y vais. » Le lendemain matin, avant l'aube, le cortège roulant vers la campagne. Malik était assis à côté de Nia à l'arrière, sa main reposant près de la sienne sans la toucher. Ses yeux ne quittaient jamais la route. Chaque ombre dans les arbres faisait tendre son corps. Chaque camion qui passait faisait frémir ses doigts vers l'arme cachée dans sa veste. Nia l'observait du coin de l'œil. Pour la première fois, elle comprit le prix de sa couronne. Une vie vécue dans la suspicion, en danger constant, et pourtant, assise là, une part d'elle se sentait plus en sécurité que jamais. Lorsqu'ils atteignirent le village, le soleil grimpait au-dessus des pins, répandant de l'or sur les chemins de terre. Les enfants poursuivaient le cortège, leur rire contrastant vivement avec la peur qui serrait la poitrine de Nia. Grand-mère Mabel reposait dans son petit lit, sa respiration faible, sa peau pâle comme du parchemin, ses yeux s'ouvrant par intermittence lorsque Nia s'agenouilla à ses côtés. « Enfant, raspait Mabel, sa voix mince. Tu es revenu. »« Bien sûr que je suis revenu, » murmura Nia en serrant sa main. « Je ne te laisserai jamais, grand-mère. »« Jamais. » Malik resta dans l'encadrement de la porte, silencieux, son expression indéchiffrable. Pour la première fois, il semblait étranger, un prince debout à l'entrée d'un monde trop humble pour sa couronne. Mais en regardant Nia, penché sur sa grand-mère avec des larmes sur les joues, il sut qu'il affronterait chaque assassin, chaque frère, chaque reine, si cela signifiait la garder dans son monde. Et depuis l'ombre dehors, des yeux invisibles surveillaient le cortège, des doigts effleurant des gâchettes. Les mercenaires étaient arrivés. Alors que Nia posait son front sur la main de grand-mère Mabel, les instincts de Malik s'aiguisèrent. À travers la fenêtre, un éclat métallique scintilla dans les arbres. Il avança, mâchoire serrée. Les assassins engagés par Jabari étaient là, et cette fois, ils n'étaient pas venus pour lui seul. Les assassins ne tirèrent jamais. La vue des gardes armés de Malik se déployant dans les arbres les força à battre en retraite. Pour l'instant. Mais le danger flottait dans l'air, invisible et lourd, même alors que la vie du village s'éveillait à la lumière du matin. Dans la petite maison, grand-mère Mabel était calée sur des oreillers, sa respiration irrégulière. Nia resta proche de son lit, lui essuyant le front avec un linge frais, murmurant des prières. Quand Malik entra silencieusement, les yeux de la vieille femme s'ouvrirent vifs malgré sa fragilité. « Tu es le prince que ma petite fille a tiré du feu. » Malik inclina la tête avec une humilité rare. « Je lui dois ma vie. Et plus encore, je lui dois le monde. » Mabel l'étudia un long instant, puis toussa, son corps frêle tremblant. De beaux mots, mais les mots ne la protégeront pas. Les mots ne maintiendront pas ce village en vie. Si tu lui dois vraiment quelque chose, prouve-le. Malik se pencha près d'elle, son arrogance habituelle disparut. Dis-moi comment. Cet après-midi-là, des camions arrivèrent sur la place poussiéreuse. Les villageois se rassemblèrent, stupéfaits, tandis que des ouvriers déchargeaient des caisses de médicaments, du linge propre et du matériel moderne pour la clinique en difficulté. Un générateur portable, des unités de réfrigération, même des cartons de manuels scolaires pour la petite école. Les enfants crièrent de joie lorsque des cartons de nouveaux jouets furent distribués, leur rire s'élevant comme de la musique. Les mères pleuraient tandis que les infirmières distribuaient des médicaments pour leurs malades. Et au centre de tout cela, se tenait Malik, manches retroussées, portant des caisses de ses propres mains. La sueur perlait sur son front, mais il travaillait avec une concentration qui réduisait au silence même ses critiques. « Regardez-le » murmura une femme. Un prince portant des caisses comme un ouvrier. Une autre murmura. Peut-être qu'il tient vraiment à elle. Même le chef Otto Jackson, qui avait observé bras croisés depuis l'ombre des marches de l'église, dut admettre que la scène était nouvelle. H,
grogna-t-il, bien que le coin de son froncement de sourcils se soit adouci. Lorsque les fournitures furent enfin à l'intérieur, Malik rassembla les villageois sur la place. Sa voix portait avec fermeté mais sans autorité, plus comme un homme implorant d'être compris. Ce village m'a offert un abri quand je n'en avais aucun. Il m'a donné la vie quand j'aurais dû la perdre. Et une femme parmi vous m'a donné son courage, sa force, son cœur. Je ne suis pas ici ce soir en tant que prince. Je suis ici en tant qu'homme qui doit tout à Nia Johnson. La foule tomba silencieuse. La respiration de Nia se bloqua, son pouls s'emballa alors que Malik se tournait vers elle, son regard inébranlable. Il s'avança, puis s'agenouilla dans la poussière de la place, indifférent aux boutons de manchette dorés qui brillaient à ses poignets. Des exclamations parcoururent les villageois. La voix de Malik s'adoucit, tremblante d'une vulnérabilité rare. Nia Johnson, tu m'as sauvé de la mort. Tu m'as montré un amour plus profond que le pouvoir. Une vérité plus riche que l'or. Devant ton peuple, devant ta grand-mère, je te demande, veux-tu devenir ma femme? Le monde sembla s'arrêter. Les lèvres de Nia s'entr'ouvrirent, ses mains tremblantes. Les larmes brouillaient sa vision alors qu'elle le regardait. Le prince arrogant, l'homme qui avait bouleversé sa vie, agenouillé maintenant dans la poussière de son village comme si rien d'autre n'avait d'importance que elle. Nia, murmura Malik, les yeux brillants. Dis oui. Un sanglot jaillit de sa gorge. Elle hocha la tête, la voix brisée. Oui. Oui, Malik. Je t'épouserai. Des acclamations éclatèrent. Les enfants applaudirent. Les femmes ululèrent de joie. Les hommes frappèrent leur poitrine. Pour la première fois, les murmures du village n'étaient plus de mépris, mais de fierté. Même le chef Otu s'avança, sa voix grave portant au-dessus du bruit. Prince ou non, si tu gardes cette femme en sécurité et l'honores comme tu l'as promis, alors tu auras ce village derrière toi. Trahis-la. Il marqua une pause, ses yeux durs. Et vous aurez à répondre devant nous. Malik inclina solennellement la tête. Je ne la trahirai jamais. Derrière la foule, cachée dans l'ombre d'une ruelle, Séléna Dubois observait, le venin dans les yeux, les ongles enfoncés dans ses paumes, la poitrine haletante de rage en voyant Nia portée haut par les villageois, embrassée par le prince. Elle pense avoir gagné, siffla Séléna, sa voix tranchante comme un couteau. Mais les reines ne sont pas choisies dans les places de terre. Elles se forment dans les cours du pouvoir, et le pouvoir m'appartient encore. Elle sortit son téléphone, prenant photo sur photo, son esprit déjà en train de trouver des moyens de tordre le récit. À travers la ville, dans ses appartements privés, le prince Jabari se versait un autre verre alors que la nouvelle de la demande en mariage lui parvenait par un aide tremblant. Alors, murmura Jabari en faisant tourner son verre. Il ose s'attacher publiquement à elle. Un sourire lent et cruel se dessina sur ses lèvres. Alors il est temps de les éliminer tous les deux. Définitivement. Il griffonna un nom sur un bout de papier et le glissa sur la table à une silhouette encapuchonnée vêtue de noir. Faites en sorte que ça saigne. Rendez-le public. Que le royaume voit que le prix d'aimer une paysanne, c'est la mort. L'assassin acquiesça d'un signe de tête et s'évanouit dans l'ombre. De retour sur la place, Malik tenait la main de Nia levée, ses lèvres pressées contre ses jointures tandis que la foule rugissait autour d'eux. Pendant cet instant étincelant, elle se sentit intouchable, comme si l'amour pouvait les protéger de chaque ombre. Mais au-dessus d'eux, des nuages d'orage s'amoncelaient et des yeux invisibles suivaient chacun de leurs mouvements. Alors que les villageois célébraient tard dans la nuit, Malik murmura à Nia. « Rien ne peut nous séparer maintenant. » Pourtant, dans les arbres au-delà de la place, le canon d'un fusil scintillait faiblement au clair de lune, sa visée non pas sur le prince, mais sur Nia elle-même. Le trajet de retour depuis le village fut un flou de phares clignotants, de sirènes, et de la main de Malik serrant celle de Nia, comme s'il avait peur qu'elle disparaisse s'il la lâchait. La demande en mariage avait tout changé et pourtant rien. Ils avaient déclaré leur amour sur la place du village, gagné l'adhésion des voisins sceptiques, et même obtenu le respect réticent du chef Otu. Mais les ombres qui les traquaient n'avaient pas disparu. Si quelque chose, elles étaient devenues plus sombres. Lorsqu'ils atteignirent les portes du palais, la nuit était tombée, lourde, et les nuages d'orage grondaient au-dessus des dômes de marbre. Nia sentit son estomac se nouer tandis que les gardes les escortaient à l'intérieur. Les acclamations des villageois résonnaient encore à ses oreilles,
mais ici ne régnait que le silence glacial. La reine-mère Imani les attendait, sa couronne brillant sous les lustres de la salle alors qu'elle se levait de son trône, ses yeux passant de Malik à Nia. « Alors c'est vrai, dit-elle, la voix tranchante comme l'acier. Vous avez fait votre demande à cette fille, dans la poussière de son village ?» Malik ne tressaillit pas. « Oui, je l'ai fait. » Et elle a dit « oui ». Des murmures parcoururent les courtisans qui restaient à proximité, scandalisés. Les lèvres d'Imani se pincèrent en une ligne. « Tu fais honte à cette maison à chaque choix imprudent, Malik. Tu t'attaches à une paysanne tandis que tes ennemis tournent autour de toi comme des vautours. » « Qu'ils tournent alors !» rugit Malik, sa voix résonnant dans la salle. « Je préfère mourir avec Nia à mes côtés que vivre comme une marionnette de vos traditions. » Les narines de la reine-mère se dilatèrent, mais avant qu'elle ne riposte, le bruit de verre brisé fendit l'air. Un coup de feu suivit. Le cri de Nia déchira sa gorge alors que la fenêtre au-dessus d'eux explosait en éclats. Malik chancela alors qu'une balle effleurait son épaule, le sang fleurissant sur sa chemise blanche. Le chaos éclata. Les gardes se jetèrent à couvert. Les courtisans hurlaient et un autre coup retentit, fendant une colonne de marbre à côté d'eux. « À terre !» hurla Malik, tirant Nia contre sa poitrine, mais elle se libéra et le traîna derrière une table de banquet renversée. Ses mains pressaient fortement sur sa blessure, le sang glissant sur ses doigts. « Tu ne mourras pas ici, siffla-t-elle, sa voix féroce malgré le tremblement. « Pas ce soir. Jamais. » Ses yeux brûlaient dans les siens. Douleur et fierté s'entremêlaient. Comme la nuit de l'accident, il murmura d'une voix rauque. « Tu me sauves encore. » Les gardes ripostèrent, leurs balles filant à travers les fenêtres brisées. Deux assassins en noir escaladèrent le balcon, leurs fusils flambants. Mais les murs du palais protégeaient plus que des soldats. Ils protégeaient l'histoire, le pouvoir et la loyauté. Et maintenant, ces forces se mobilisaient pour leur prince. En quelques minutes, les assassins furent abattus, leur corps tombant sans vie dans la cour en contrebas. La fumée flottait lourdement, l'odeur de poudre imprégnant l'air. Le silence tomba, seulement interrompu par la respiration haletante de Nia, appuyant plus fort sur la blessure de Malik. La reine-mère Imani descendit les marches, ses robes effleurant le marbre. Pour la première fois, son visage n'était pas un masque de mépris, mais quelque chose de plus tranchant, l'incrédulité. « Tu t'es jeté sur lui » murmura-t-elle en fixant Nia. « Tu l'as protégé de ton propre corps. » Nia ne leva pas les yeux. « Parce que je l'aime, et je ne laisserai personne me l'ôter. » Les mots restèrent suspendus dans l'air, bruts et indéniables. Même la reine-mère n'eut aucune réponse. Plus tard, alors que les guérisseurs panseraient la blessure de Malik dans sa chambre, le détective Marcus Cole s'avança, preuve en main. « Votre Altesse, les assassins portaient des ordres signés du sceau du prince Jabari. Nous avons tracé l'argent vers des comptes qu'ils contrôlent. Il ne fait aucun doute que votre frère a orchestré cette tentative ainsi que l'accident. » Le visage de Malik se durcit, chaque muscle de sa mâchoire tendu. « Alors mon frère n'est plus de ma famille. Il est mon ennemi. » Dans une autre aile du palais, Séléna Dubois arpentait sa chambre, la fureur tordant ses traits magnifiques. Elle s'était alliée à Jabari, espérant que ses manigances affaibliraient Malik suffisamment pour qu'elle retrouve sa place. Mais maintenant, les murmures de la trahison de Jabari se répandaient comme un feu. S'il tombait, tous ceux liés à lui tomberaient aussi. La porte grinça, Jabari entra sans frapper, sourire froid. « Tu m'as promis le pouvoir. » Séléna siffla, serrant son verre de vin. « Tu as juré que nous le ferions tomber ensemble. » Jabari ricana en s'avançant. « Le pouvoir ne se partage pas, Séléna. Tu pensais vraiment que j'aurais besoin de toi une fois Malik hors jeu? Tu n'es qu'un pion, et les pions sont jetables. » La peur traversa son visage, vite masqué par la colère. Mais Jabari s'était déjà retourné, sa cape tourbillonnant alors qu'il la laissait tremblante dans l'ombre. De retour dans la chambre de Malik, le prince était assis sur le bord de son lit, sa chemise déchirée, son épaule bandée de linge frais. Nia se tenait près de la fenêtre, les mains encore tachées de son sang. « Tu devrais partir, » dit Malik doucement. « Cet endroit te détruirait. Je ne peux garantir ta sécurité ici. » Elle se tourna, les yeux brillants. « Et te laisser seul? Après tout ça, j'ai déjà affronté le feu, les balles, le mépris de ta mère et les complots de ton frère. Si je pars maintenant,
Tout cela n'aura servi à rien. Il se leva, s'approcha d'elle, sa main caressant sa joue, le pouce effleurant une larme qu'elle n'avait même pas vue tomber. « Tu es la seule chose qui me donne envie de me battre, » murmura-t-il. « Pas le trône, pas la couronne. Toi. » Son souffle se coupa, son cœur se serra devant la vérité brute dans sa voix. Il se pencha, son front contre le sien. « Je te jure, Nia, quoi qu'il arrive, assassin, trahison, même ma propre famille, je ne te perdrai pas. Même si cela me coûte le trône. » Les larmes emplirent ses yeux alors qu'elle lui murmura en retour. « Alors nous nous battons ensemble. » La promesse scellée entre eux, fragile mais farouche, comme une flamme dans la tempête. Mais à l'extérieur de la chambre, la tempête se rassemblait déjà. Les nouvelles de la trahison de Jabari avaient filtré au conseil, divisant les loyautés. Certains demandaient son arrestation, d'autres murmuraient à propos d'une guerre civile. Et dans l'ombre du palais, Jabari aiguisait ses couteaux, les yeux brûlants de la fureur d'un homme qui n'avait plus rien à perdre. Alors que Nia restait éveillée aux côtés de Malik cette nuit-là, l'écho des coups de feu encore dans ses oreilles, elle murmura. « Nous avons survécu. » Mais dans l'obscurité d'une autre aile, Jabari se tenait devant une carte du royaume, son doigt suivant les murs du palais. Sa voix était basse, mortelle. « La prochaine fois, je ne manquerai pas. » Les murs du palais sentaient encore légèrement la fumée. L'air portait encore le goût métallique du sang bien après que les corps des assassins aient été retirés de la cour. Bien que les sols de marbre aient été lavés et polis, et que les lustres brillaient toujours au-dessus, des ombres persistaient dans chaque recoin. Dans sa chambre, le prince Malik était à moitié allongé contre des coussins de soie, son épaule enveloppée d'un linge frais. Son visage était pâle, mais ses yeux brûlaient d'un feu agité. À ses côtés, Nia Johnson était assise au bord du lit, pressant un linge humide contre son front. Ses doigts tremblaient. Pour la deuxième fois en autant de mois, elle avait senti son sang sur ses mains. Pour la deuxième fois, elle avait vu des balles déchirer la nuit, menaçant de lui arracher celui qu'elle aimait. Sa voix était à peine un murmure. « Je ne peux pas revivre ça. » Le regard de Malik s'adoucit, bien que la tension dans sa mâchoire ne se relâchât pas. « Nia. »« Non, » dit-elle en secouant la tête, sa tresse balançant contre sa joue. « Tu me dis que je t'ai sauvé. Tu me dis que j'ai ma place ici. Mais chaque fois que je reste à tes côtés, je vois le feu. Je vois la mort. Que se passera-t-il la prochaine fois qu'ils tireront? Que se passera-t-il si je ne peux pas arrêter l'hémorragie? » Il tendit la main vers elle, sa poigne chaude malgré le froid de sa peau. « Alors tu me recoudras encore comme tu le fais toujours, parce que tu es plus forte que tu ne le crois. » Ses yeux brûlaient de larmes non versées. « Ou je t'enterrerai. Et je ne peux pas. » Sa voix se brisa. Elle pressa le linge plus fort contre sa peau pour cacher le tremblement de ses doigts. Malik ne discuta pas. Au lieu de cela, il la rapprocha jusqu'à ce que son front repose contre le sien. « Je préfère affronter la mort chaque jour avec toi à mes côtés que vivre en sécurité sans toi. » Ces mots auraient dû la rassurer. Au lieu de cela, ils se nouèrent dans sa poitrine. À la fois réconfort et malédiction. Le lendemain matin, la cour se rassembla dans la salle d'ivoire, son plafond voûté sculpté d'anges de guerre. Les nobles, ministres et dignitaires étrangers occupaient les bancs, leurs murmures bas et venimeux. Nia marchait aux côtés de Malik, chaque regard la transperçant comme des lames. C'est elle? Elle s'accroche à lui comme une liane. Petite infirmière ambitieuse. Elle sent la couronne. Les murmures bourdonnaient jusqu'à ce que le rire cristallin de Selena s'élève au-dessus. La mondaine se tenait près de la reine-mère, sa robe cramoisie audacieuse, sa voix mielleuse. Pauvre Malik. Même ses blessures ne peuvent l'empêcher de se livrer à une fantaisie. Espérons qu'elle se rappelle quelle cuillère utiliser avant d'empoisonner la table royale. Des rires ondulèrent à travers la salle. Les joues de Nia s'enflammèrent, l'humiliation piquant sa peau. Mais Malik s'arrêta net. Ses yeux balayèrent la salle comme une tempête sur le point d'éclater. « Assez !» tonna sa voix, réduisant au silence même Selena. Il fit face au noble, son expression gravée de fureur. « C'est elle qui m'a sauvé. Aucun d'entre vous dans cette salle n'a levé la main quand des assassins ont pris d'assaut mon palais. C'est elle qui l'a fait. Donc, si vous la moquez encore, vous vous moquez de votre prince. » Un silence stupéfait s'abattit. Les courtisans baissèrent les yeux, murmurant des excuses. Mais haut sur son trône,
Le regard de la reine mère Emani se fit plus étroit. Plus tard, elle convoqua Malik en privé. Tu défies ton conseil. Tu humilies ta cour. Et pourquoi? Demanda-t-elle, ses bracelets un temps tandis qu'elle gesticulait vivement. Pour une fille qui ne comprend pas ce monde, Malik, elle te traînera vers le bas. La voix de Malik était calme mais ferme. Elle m'élève plus haut que ce trône ne l'a jamais fait. La mâchoire d'Imani se crispa. Si tu ne penses pas à toi, pense au royaume. Les ennemis observent. Ils sentent la faiblesse. Et elle est ta faiblesse. Quand Malik ne répondit pas, elle se pencha plus près, sa voix glaciale. Éloigne-la. Si tu l'aimes, protège-la en la laissant partir. Avant que tes ennemis ne la détruisent. Malik détourna le visage. Mais la graine du doute avait été plantée. Cette nuit-là, Nia se retrouva à errer dans les couloirs du palais, incapable de dormir. Elle tomba sur le détective Marcus Cole dans la salle de guerre, penché sur des cartes et des documents. « Tu ne devrais pas être ici, » dit Marcus sans lever les yeux. « Je n'arrive pas à dormir, » avoua-t-elle doucement. « Chaque ombre semble être un fusil braqué sur nous. » Ses yeux se posèrent sur elle, fatigués mais bienveillants. Il indiqua les papiers. « Tu n'as pas tort. Le frère de Malik a des alliés, riches, membres du conseil, hommes d'affaires, même des gardes. Il n'agit pas seul. » La gorge de Nia se serra. « Alors ça ne s'arrêtera pas. Pas avant que Malik ne détruise Jabari ou que Marcus hésite, ou abandonne le trône. » Cette pensée se tordait dans son esprit. Malik était né pour régner. Comment pouvait-il choisir entre elle et la couronne? Le lendemain matin, Nia retourna dans la chambre de Malik, déterminée à être honnête avec lui. Mais lorsqu'elle entra, elle s'immobilisa. Il n'était pas seul. Sur son bureau reposaient des documents, des cartes et des ordres scellés, tous marqués de son nom. Son cœur tomba en parcourant les pages, permis de voyage, dispositions pour des gardes, plan pour la renvoyer au village pour sa sécurité. Malik se leva, grimaçant de la douleur à l'épaule. « J'essayais de te protéger. Tu ne comprends pas le danger. »« Je comprends plus que tu ne le crois, » répondit-elle, les larmes coulant sur ses joues, brûlantes de rage et de chagrin. « Je t'ai tiré du feu. J'ai recousu tes blessures de mes propres mains. J'ai fait face aux assassins avec rien d'autre que mon corps pour te protéger. Et tu penses encore que je suis trop faible pour choisir. » Les poings de Malik se serrèrent. « Parce que si tu restes, tu mourras. Et moi ?» Sa voix se brisa. « Je ne peux pas te perdre. » Son souffle se bloqua un instant. Le silence s'étira entre eux, lourd d'amour transformé en chaîne. Puis elle secoua la tête, sa tresse effleurant sa joue striée de larmes. « Peut-être que t'aimer me tuera avant que tes ennemis ne le fassent. » Elle laissa tomber le papier sur le bureau et sortit en trombe, ses pas résonnant dans les couloirs de marbre. Malik ne la suivit pas. Il resta figé, les mots la blessant plus profondément que n'importe quelle balle. Dans l'ombre de l'embrasure, le détective Marcus observa la scène se dérouler. Lorsque les pas de Nia s'éloignèrent, il se tourna vers Malik. « Votre Altesse, dit-il doucement, vous venez peut-être de perdre le seul allié qui aurait donné sa vie pour vous. Et Jabari le sait. » La tempête à l'extérieur du palais n'était pas de tonnerre, mais de murmures. Elle traversait la ville comme une entité vivante, s'infiltrant dans les tavernes et salons de thé, les salles de réunion et les marchés. Tout le monde parlait du prince qui avait choisi une infirmière. Certaines voix s'élevaient avec admiration, d'autres avec mépris, mais partout le nom de Nia Johnson était devenu une arme, et le prince Jabari Obey Williams savait s'en servir à merveille. Il était assis dans une chambre sombre avec un cercle d'hommes en costume de soie et chaussures cirées. Leurs bagues étincelaient à la lumière des lampes, mais leurs yeux brillaient plus fort que l'or. Hommes d'affaires, ministres, vieux nobles accrochés aux traditions que Malik menaçait avec ses réformes. Jabari se pencha en avant, son verre de brandy captant la lumière. « Mon frère est imprudent. Il parade une fille de village devant le monde, insultant notre lignée, insultant vos investissements. Il parle de clinique au lieu de contrat, de charité au lieu de profit. Si ce royaume doit prospérer, ce ne peut être sous sa main. » Le plus ancien des nobles, Lord Bako, tapota son bâton sur le sol. Le conseil murmure déjà. Ils craignent la douceur de Malik, mais les murmures ne suffisent pas. Ils le seront, répondit Jabari avec douceur. Elle se déplaça,
grimaçant alors qu'une douleur traversait ses épaules. Une silhouette sortit de l'ombre, la lumière d'une torche reflétant un sourire narquois. Le prince Jabari. Eh bien, lança-t-il d'une voix traînante, s'accroupissant devant elle. La petite infirmière qui croit pouvoir devenir reine. Nia releva le menton malgré les cordes qui lui mordaient la peau. Tu ne gagneras jamais. Malik t'arrêtera. Jabari ricana, dévoilant ses dents. Il essaiera. C'est ça la beauté de la chose. Il viendra en courant, désarmé, désespéré, prêt à me donner le trône lui-même, juste pour te voir respirer un jour de plus. Et s'il ne le fait pas? Cracha Nia. Les yeux de Jabari brillèrent. Alors tu meurs et il s'effondre. Dans les deux cas, je gagne. L'estomac de Nia se tordit, mais elle refusa de baisser les yeux. Je préfère mourir debout que te voir t'asseoir sur ce trône. Sa main jaillit, saisissant sa mâchoire, l'obligeant à le regarder. Sa voix sifflait. Fais attention, fille. Le courage est admirable, mais il ne te sauvera pas quand la lame touchera ta gorge. Il la repoussa, se redressant pour partir. Nia toussa, goûtant le sang sur sa lèvre, mais ses yeux flamboyaient. Si c'était sa fin, elle l'affronterait avec dignité. Au palais, le chaos régnait. Les gardes s'affairaient, les carrosses étaient préparés, des messagers envoyés, mais Malik n'en voulut rien savoir. Pas d'armée. Aboya-t-il à Marcus. Si Jabari voit des soldats, il la tuera. C'est entre lui et moi. Marcus attrapa son bras. Votre Altesse, pensez-vous que c'est un piège? Il veut que vous soyez désarmés, exposés. Si vous y allez, je préfère mourir que la laisser l'affronter seule. Malik rugit, sa poitrine se soulevant, les mains tremblantes de rage. Vous ne comprenez pas. Elle est. Il s'arrêta, sa voix se brisant. Elle est tout. Les yeux de Marcus s'adoucirent, mais sa voix resta ferme. Alors laissez-moi au moins vous couvrir. Si les choses tournent au sang, vous aurez besoin de renfort. Malik ne répliqua pas. Il se retourna et dévala le couloir en tempête. Sa mère apparut au bout, ses robes flottant. Malik! S'écria la reine mère Emani. Où vas-tu? Sauver la seule personne qui ait jamais compté, grogna-t-il. Ses yeux s'écarquillèrent, la peur fissurant son masque de fer. Tu vas jeter ta vie et ta couronne pour elle? Malik s'arrêta juste assez pour croiser son regard. Je jetterai 1000 couronnes pour elle. Puis il disparut. Dans le village, la nouvelle s'était répandue rapidement. Nia kidnappée. Malik partit affronter son frère. La peur parcourait les rues. C'est la grand-mère Mabel, frêle pourtant, qui se dressa devant la foule devant l'église. Sa canne tremblait dans sa main, mais sa voix s'éleva forte. Restons-nous les bras croisés pendant qu'ils volent notre fille? Ce village l'a donnée au monde, et maintenant le monde tente de la briser. Nous ne le permettrons pas. Les villageois rugirent leur accord. Les mères serraient leurs enfants, les hommes levaient le poing, et pour la première fois, le peuple humble de la maison de Nia marcha vers les portes de la ville, exigeant des réponses des gardes du palais. Leurs cris résonnaient dans la nuit. Ramenez-la. Justice Veneya, protégez notre infirmière. Même le palais ne pouvait ignorer leur voix. L'aube se leva grise et lourde. Les docks abandonnés s'étendaient silencieux face à la mer agitée, les mouettes criant au-dessus. Malik marcha sur les planches pourries, désarmé, son manteau flottant dans le vent froid. Des mercenaires émergèrent des ombres, leurs fusils brillants. Et au centre, attachée à un poteau, couverte de bleu mais intacte, se trouvait Nia. Ses yeux s'écarquillèrent en le voyant. Malik, non. Il s'arrêta à 10 pas de Jabari. Les mains levées, la voix ferme bien que son cœur battait à tout rompre. Lâche-la. Je suis là. Jabari fit un pas en avant, souriant comme un loup. Alors le puissant prince s'agenouille. Fais-le, Malik. Prononce ces mots. Renonce à ton trône, et elle sera libre. La mâchoire de Malik se serra, son regard glissa vers Nia, attachée et tremblante. Pour elle, il ferait n'importe quoi, même cela. Sa voix se brisa, puis plus fort. Je renonce à mon droit au trône. Tu auras ton royaume, Jabari. Laisse-la vivre. Des murmures stupéfaits parcoururent les mercenaires. Même Marcus, caché parmi les caisses avec des gardes loyaux, se raidit. Jabari éclata de rire, rejetant la tête en arrière. Si facile, si pitoyable.
Tu donnes tout pour une fille qui n'a pas sa place à tes côtés. Les larmes piquèrent les yeux de Nia, son cœur criait face à son sacrifice. Elle secoua violemment la tête, la voix brisée par les sanglots. Non. Ne le fais pas, Malik. N'ose pas abandonner ta couronne pour moi. Son cri transperça le matin comme une lame. Malik resta figé, le souffle court. Jabari ricana. La faire taire. Un mercenaire pressa une lame contre la gorge de Nia, mais ses yeux ne quittèrent jamais Malik. Il brûlait de fureur et d'amour. Combat! Cria-t-elle. Ne lui donne pas ce qu'il veut. Je préfère mourir que de te voir ramper. La poitrine de Malik se souleva, ses poings tremblaient à ses côtés. À ce moment-là, le choix était clair. Se sacrifier ou se lever et tout risquer. Alors que les mouettes criaient et que la mer frappait les docks, la main de Malik se rapprocha du poignard caché à sa ceinture. Ses yeux croisèrent ceux de Jabari, plus jamais brisés, mais brûlants. Et Nia, le sang sur les lèvres, murmura d'une voix rauque. Ne me sauve pas. Sauve le royaume. Le vent de l'eau hurla sur les docks abandonnés, fouettant la mer en écume et faisant trembler les grues rouillées qui s'élevaient comme des géants squelettiques. Malik se tint désarmé devant son frère, épaules carrées, manteau claquant dans la tempête. Le goût du sel et de la fumée emplissait l'air, mêlé à l'odeur métallique du danger. Derrière Jabari, les mercenaires formaient une ligne sur le quai, fusils brillants sous le faible soleil. Au centre, attachée à un poteau pourri, couverte de bleu mais intacte, se trouvait Nia. Ses yeux flamboyaient même dans l'épuisement. Ses lèvres étaient fendues, ses poignets écorchés par les cordes. Et lorsque Malik renonça à son droit au trône, son cri transperça le vent. N'ose pas abandonner ta couronne pour moi. Les mots pesaient lourd. Jabari inclina la tête, amusé. Écoute ton infirmière. Elle a plus de courage que toi. Il fit un pas en avant, son épée tirée, la lame polie reflétant la faible lumière. Peu importe, dit-il, tu as déjà parlé. Ta couronne est à moi. La mâchoire de Malik se serra, son regard glissa vers Nia, sa poitrine haletante, ses yeux implorants. Pas pour elle-même, mais pour lui. Et à cet instant, Malik comprit, elle ne l'aimait pas pour sa couronne. Elle l'aimait pour sa force, son feu, la partie de lui qui refusait de s'agenouiller. Sa main se tendit vers le poignard caché à sa ceinture. Emparez-vous de lui. Aboya Jabari, les mercenaires bondissant en avant, leurs bottes frappant les planches. Malik pivota, le poignard brillant dans sa main. Le premier homme se jeta, la lame de Malik s'enfonça profondément dans son bras, faisant tomber son arme dans la mer. Un autre surgit de côté. Le fusil levé, Malik se tortilla et envoya son poing dans la mâchoire de l'homme avec une force à faire craquer les os. Le chaos éclata. Les coups de feu tonnèrent, les balles éclatant le bois, des éclats volant dans toutes les directions. Nia se baissa instinctivement, les cordes déchirant sa peau et laissant des traces sanglantes. Son cœur battait à tout rompre tandis que Malik combattait à main nue contre des hommes en armure. Ses mouvements étaient précis et désespérés. Des ombres parmi des caisses empilées, un coup de feu retentit. Mais il n'était pas dirigé contre Malik. Il abattit un mercenaire à la place. Le détective Marcus apparut, pistolet stable, sa voix retentissante. Garde du palais. Alors, des dizaines de gardes loyaux déferlèrent sur les docks, fusils braqués, et les mercenaires furent pris de court. Tuez-les tous, hurla Jabari, le visage déformé. Il saisit Nia par les cheveux, lui tirant la tête en arrière, la lame pressée contre sa gorge. Arrête, Malik, ou elle meurt ici et maintenant. Malik resta figé, la poitrine haletante, le poignard dégoulinant de sang. Lâche-la, rugit-il. Renonce encore, siffla Jabari. Dis-le devant eux tous. Dévoile-toi devant tes gardes ou j'ouvre sa gorge. Nia toussa, la douleur brûlant son cou, mais sa voix resta ferme. N'ose pas, Malik. Ne lui donne pas ta couronne. Jabari grogna. Silence, fille. Mais ses yeux ne quittèrent jamais Malik. Si tu t'agenouilles maintenant, tu ne te relèveras jamais. Laisse-moi mourir si je dois, mais ne rampe pas pour moi. La poitrine de Malik brûlait de fureur, de fierté et de terreur, tout mêlé. Il ne l'avait jamais aimé autant. Alors nous nous levons ensemble, murmura-t-il, et d'un mouvement rapide, il lança son poignard. La lame vola juste et trancha le bras de Jabari.
Il hurla et laissa tomber son épée. Dans le même instant, Malik se précipita, percutant son frère, les envoyant tous deux s'écraser contre le quai. Nia s'effondra en avant, toussant alors que la corde tirait, mais Marcus était déjà à ses côtés, la libérant. « Reste à terre », ordonna-t-il. Mais Nia se redressa, le sang sur ses poignets, le feu dans ses yeux. Pas sans lui. Les frères s'empoignèrent, poings frappants, bottes raclant le bois glissant. « Tu as toujours cru être meilleur », cracha Jabari, frappant le menton de Malik avec son coude. Le fils doré de maman, l'héritier choisi pour la couronne. Malik riposta, son poing fracassant le nez de Jabari. Mieux qu'un lâche qui engage des couteaux dans l'ombre. Ils roulèrent dangereusement près du bord du quai, la mer déchaînée dessous. Mercenaires et gardes s'affrontaient autour d'eux, le métal et les coups de feu résonnant comme le tonnerre. Jabari saisit une planche éclatée et la balança sauvagement. Malik se baissa, le bois effleurant sa tempe, puis riposta d'un coup de pied brutal dans le torse de Jabari. Son frère chancela, manquant de tomber dans les vagues. Mais Jabari se redressa, yeux fous, sortant un pistolet de sa ceinture. Il le pointa sur le cœur de Malik. « Dis au revoir, frère. » Le coup partit. Malik sursauta, mais ce n'était pas son sang. Nia se tenait entre eux, la poitrine haletante, la main serrée autour du poignet de Jabari, forçant le pistolet de côté. La balle s'enfonça sans danger dans le quai. « Pas aujourd'hui » cracha-t-elle. La fureur aveugla Jabari. Il leva à nouveau l'arme, mais le tir de Marcus résonna depuis l'autre bout du quai, frappant l'épaule de Jabari. Il recula en titubant, rugissant de douleur. « Arrêtez-le » hurla Marcus. Les gardes affluèrent, mais Jabari combattait comme un loup acculé, frappant, tranchant, se frayant un chemin. Du sang coulait de son bras, ses yeux brûlants de haine. « Ce n'est pas fini » rugit-il, disparaissant dans le chaos, ses loyalistes couvrant sa retraite. Le silence retomba, brisé seulement par les gémissements des blessés et le sifflement de la mer. Les mercenaires restants déposèrent leurs armes, se rendant. Malik tituba vers Nia, la poitrine haletante, sa chemise déchirée et ensanglantée, ses mains tenant son visage, tremblantes. « Es-tu blessé ?» Ses lèvres tremblèrent en un faible sourire. « Seulement si tu comptes les brûlures des cordes et un peu de fierté meurtrie. » Il la tira contre sa poitrine, un rire rauque échappant de sa gorge. Pour la première fois, le poids du monde semblait s'alléger, ne serait-ce qu'un peu. Marcus s'approcha, son pistolet encore fumant. « Nous l'avons blessé, mais pas capturé. Jabari a encore des alliés au conseil. Il ne se rendra pas tranquillement. » Malik hocha la tête gravement, tenant Nia plus près. « Qu'il vienne alors. Il nous trouvera prêts. » Mais il n'était pas seul. À l'autre bout du quai, cachée derrière une caisse renversée, Selena Dubois tremblait. Son téléphone toujours en main, l'application photo ouverte, enregistrant tout. Elle s'était alliée à Jabari autrefois, mais maintenant elle voyait le vent tourner. « Preuve » murmura-t-elle, ses lèvres peintes se tordant. « Preuve pour l'enterrer. Preuve pour me sauver. » Elle envoya la vidéo à tous les journalistes qu'elle connaissait, le cœur battant d'une joie vindicative. Mais au moment où elle appuya sur « Envoyer », elle ne vit pas l'ombre se glisser derrière elle. Un des hommes de Jabari, en retraite, attrapa son bras, le tordant douloureusement. « Tu as choisi le mauvais camp, madame », grogna-t-il, la traînant dans le brouillard. Son cri se perdit dans le vent. Au palais, la reine mère Emani se tenait sur le balcon, observant l'horizon où la fumée s'élevait encore des docks. Ses conseillers s'agitaient autour d'elle. Le peuple exigera des réponses. Le conseil se fracturera. Le royaume vacille au bord de la guerre. Mais Imani n'entendit que l'écho de la voix de Nia dans la grande salle, quelques jours plus tôt. Parce que je l'aime et je ne laisserai personne me l'enlever. Pour la première fois, un doute effleura le cœur de la reine. Doute non pas de la force de Nia, mais de sa propre certitude. Des heures plus tard, Malik était assis avec Nia dans sa chambre. Les soigneurs avaient recousu ses plaies, nettoyé les siennes, mais rien ne pouvait effacer le poids de ce qui s'était passé. « Tu t'es tenu entre moi et la mort » dit Malik doucement, effleurant son poignet bandé. « Tu aurais pu mourir, et tu aurais tout donné. Nous sommes tous les deux des fous, murmura-t-elle. Alors, nous sommes fous ensemble, sourit-il légèrement. Mais même alors qu'il se rapprochait,
ce moment fragile et tendre, Marcus entra, le visage grave. « Votre Altesse, dit-il en s'inclinant. Le Conseil se réunit demain. Jabari respire toujours et ses alliés se font plus forts. Vous devez décider. Couronnerez-vous vous-même en défi ou risquez-vous de perdre le trône complètement ?» Les yeux de Malik brûlaient. Il se tourna vers Nia, la voix ferme. « Alors demain, devant eux tous, je ferai mon choix. Et je le ferai avec toi à mes côtés. » Le souffle de Nia se bloqua. Elle vit le feu dans son regard, la détermination intacte malgré les blessures, la trahison et le sang. Elle serra sa main, chuchotant. « Alors qu'il nous voit. Qu'il voit ce que l'amour ne peut briser. » Alors que l'aube se levait à nouveau, les cloches du palais sonnèrent, convoquant nobles et ministres au conseil. Dehors, aux portes, les villageois se rassemblaient avec des banderoles et des cris pour la justice. À l'intérieur, Malik se préparait à affronter son frère, sa mère et le royaume tout entier. À ses côtés, Nia marchait dans l'histoire, sans savoir qu'une dernière trahison l'attendait encore dans l'ombre. Les cloches du palais résonnaient à travers la capitale, leur voix de fer plus forte que les sermons, plus forte que les protestations. Des collines au port, le royaume se préparait à la confrontation. Dans la salle d'ivoire, le conseil se rassemblait sous les plafonds voûtés, les lustres dorés tremblant sous le murmure des nobles et des ministres. D'un côté de la chambre se tenait Malik, flanqué du détective Marcus et d'une poignée de gardes loyaux. De l'autre, enchaîné mais arborant un sourire défiant, se tenait Jabari. L'air était chargé d'encens et de tension. « Prince Malik, Lord Béo dans le Deus, vous êtes accusé de déstabiliser ce royaume par vos choix imprudents, notamment votre attachement à une roturière. Votre frère affirme que vous avez renoncé à votre droit au trône. Est-ce vrai ?» Un souffle de surprise parcourut la salle. Malik se leva lentement, son manteau glissant derrière lui. « Je n'ai rien renoncé. J'ai prononcé ces mots sous la contrainte, une lame sur la gorge de la femme que j'aime. Ne confondez pas sacrifice et reddition. » La foule murmura. Jabari laissa échapper un rire. « Vous voyez, il l'admet. Il est faible, conduit par le désir, prêt à abandonner couronne et pays pour une infirmière issue de la boue. » À ce moment-là, les portes de la chambre s'ouvrirent brusquement. Les villageois affluèrent, menés par grand-mère Mabel elle-même, sa canne frappant le marbre comme un tambour. Derrière eux, marchaient des marchands, des citadins, même le personnel du palais. La galerie trembla sous leurs cris. « Nia a sauvé notre prince. Justice pour l'infirmière. Couronne à Malik. Couronne à Malik. » Les conseillers se raidirent. Les yeux de la reine mère Imani se plissèrent, bien qu'elle-même semblait ébranlée par le rugissement du peuple. Malik se tourna vers l'assemblée, la voix dominant la salle. « Vous l'appelez infirmière comme si c'était une insulte. Mais quand l'assassin a frappé, c'est elle qui m'a protégé. Quand la trahison a pourri, c'est elle qui est restée intacte. Quand j'ai faibli, c'est elle qui m'a dit de me relever. » Il tendit la main vers Nia, la tirant vers l'avant. Elle tremblait, mais ne baissa pas la tête. « Voici Nia Johnson, ma force, ma couronne. Si vous voulez un prince qui s'incline devant les meurtriers, alors donnez votre loyauté à Jabari. Mais si vous voulez un roi qui se bat pour son peuple, qui saigne à leur côté, alors soyez avec moi et avec elle. » Un silence lourd et haletant remplit la salle. Puis, lentement, un ministre se leva. « Vive Malik !» Un autre se leva. « Vive Malik !» Bientôt, la salle gronda de voix. « Vive Malik !» Jabari bondit sur ses pieds, ses chaînes cliquetant. « Traîtres, vous tous! Il vous mènera à la ruine. » Marcus s'avança, voix tranchante. « Non, Jabari. C'est toi qui t'es conduit à la ruine. » Il jeta un dossier sur la table du conseil. À l'intérieur, relevés bancaires, contrats, déclarations de témoins, preuves des liens mercenaires de Jabari, de ses tentatives d'assassinat, de sa conspiration. La voix tremblante de Selena perça le tumulte. Elle se tenait au fond, les cheveux en désordre, sa robe déchirée des docks. « C'est vrai, j'ai tout vu. Il a ordonné sa mort. » Il se vantait de saisir la couronne par le sang. Des têtes se tournèrent. Jabari la fusilla du regard. « Sale serpent! Tu me trahis pour te sauver. » Selena sursauta mais releva le menton. Mieux vaut être un serpent qu'un cadavre. Le conseil agit rapidement. À l'unanimité,
Jabari fut dépouillé de son titre, exilé du royaume, sa fortune confisquée. Les gardes l'entraînèrent hors de la salle alors qu'il hurlait. Ce n'est pas fini. Vous regretterez de l'avoir couronné. Vous le regretterez tous. Ces malédictions s'évanouirent au loin. Séléna tenta de s'éclipser, mais la voix de la reine mère Emani la stoppa. Séléna Dubois, vous avez déshonoré cette cour, vous êtes associée à un traître et vous avez tourné en dérision la confiance du peuple. Tu ne remettras jamais les pieds dans ce palais. Le sourire peint de Séléna se fissura. Elle s'enfuit de la salle, repoussée par les villageois. Quand la chambre se calma, tous les regards se tournèrent vers la reine-mère. Elle se leva lentement, ses robes effleurant le marbre. Son visage restait impassible, mais son regard perçait Nia. « Toi, dit-elle froidement, tu m'as défié. Tu as mis en question des siècles de tradition. Tu t'es placé entre mon fils et la mort. » Nia baissa la tête, prête à subir le rejet. Mais les mots suivants d'Imani stupéfièrent la salle. Et à cause de cela, je ne peux nier ta place à ses côtés. Pas comme infirmière, pas comme villageoise, mais comme future reine. Le souffle de Nia se coupa. La main de Malik se resserra autour de la sienne. La reine-mère se tourna vers le conseil. Couronnez-le. Ce soir-là, sous l'éclat des lustres et l'hymne solennel des chœurs, Malik s'agenouilla devant l'archevêque tandis que la couronne se posait sur sa tête. La salle retentit. Vive le roi Malik. Mais quand il se leva, il ne regarda pas la couronne. Il regarda Nia. Il descendit les marches, le diadème doré brillant, et devant tout le royaume, il s'agenouilla devant elle. Des exclamations éclatèrent, mais la voix de Malik était claire, ferme et ardente. J'ai une couronne d'or, mais elle n'est rien comparée à la couronne de ton amour. Nia Johnson, veux-tu m'épouser? Pas comme infirmière, pas comme paysanne, pas comme sujet, mais comme la reine de mon cœur pour toujours. Les larmes coulèrent sur ses joues. Sa voix trembla, mais sa réponse fut forte. Oui. 1000 fois oui. La salle explosa de joie, villageois et nobles acclamant, pleurant et applaudissant. Malik se leva, la prenant dans ses bras, scellant leur promesse par un baiser qui fit taire des siècles de tradition. Quelques mois plus tard, les jardins du palais fleurissaient au printemps, mais Malik ne se trouvait pas dans les salles dorées. Il marchait dans le village, vêtu simplement, laissant sa couronne derrière lui. À ses côtés, Nia portait un panier de médicaments. Devant eux se dressait la nouvelle clinique, ses murs fraîchement peints, son enseigne proclamant fièrement « Johnson Community Health Center ». Les enfants couraient en riant, les mères souriaient, les anciens inclinaient la tête. Les portes de la clinique s'ouvrirent, révélant des rangées de lits, des étagères de médicaments, des pièces où l'espoir vivait. À l'intérieur, grand-mère Mabel était assise dans un fauteuil à bascule, observant sa petite fille circuler dans le hall avec un stéthoscope autour du cou et de l'amour dans les yeux. « Tu as construit plus qu'une clinique » murmura Mabel lorsque Malik s'approcha. « Tu as construit un avenir. » Malik prit la main de Nia, la portant à ses lèvres. « C'est elle qui l'a construit. Je ne lui ai donné que ce qu'elle méritait depuis toujours. » Nia se tourna, le regard doux mais inflexible. « Tu m'as donné plus que des murs et des médicaments, Malik. Tu m'as donné le courage de croire que je pouvais être à la fois guérisseuse et reine. » Il sourit, son front pressé doucement contre le sien. « Et tu m'as donné plus qu'un trône. Tu m'as donné une raison de le porter dehors. » Les villageois se rassemblèrent, chantant, applaudissant, célébrant l'union du roi et de l'infirmière. Et alors que le soleil se couchait, peignant le ciel d'or, Nia murmura la vérité qui les avait portés à travers le feu, le sang et la trahison. L'amour est la plus grande couronne de toutes. Le bras de Malik l'enlaça, ferme et indestructible. Ensemble, ils franchirent les portes de la clinique, dans le futur, dans un royaume renaissant, non par la tradition ou le pouvoir, mais par l'amour. Si j'ai pu égayer ta journée, commente, tu as égayé ma journée.